beaucoup de méthodes d'entraînement finalement commencent comme ça. La séance PMA, la séance de seuil, etc. C'est les entraîneurs qui les ont mis en place. Et puis la science est arrivée derrière, a dit oui, voilà, c'est validé. Et puis en gros, a dit bah voilà comment on peut les optimiser. Il y a une idée aussi, c'est de toujours savoir l'objectif. Pourquoi on fait ça en fait. L'altitude, c'est typiquement ça. Des fois, il y a des athlètes ou des coachs qui me font bah là, on va faire un stage en altitude. Et je leur dis bah pourquoi? Ils me font bah on va faire de l'altitude. Enfin, en fait, je pense qu'il faut vraiment être conscient de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs. Moi, je vois de plus en plus que les bons entraîneurs sont pas forcément ceux qui mettent en place les choses les plus ouf, mais ceux qui ont un relationnel avec les athlètes qui sont hyper intéressants et en fait, où ils essayent de comprendre vraiment leur athlète, où ils essayent de comprendre vraiment la manière de fonctionner des athlètes, etc. Plus que d'essayer d'imposer des choses qui marchent. Typiquement, si on se dit, bah, le RSH, ça marche, vas-y, on va faire du RSH, alors que d'essayer de comprendre l'athlète, d'essayer de comprendre pourquoi il performe pas, etc. Ça, je pense que c'est un élément qui est beaucoup plus important. Dans cet épisode, je reçois Jonas Foro, responsable à l'accompagnement scientifique de la performance pour les équipes de France de ski nordique. Jonas nous parle des entraînements en hypoxie, de la différence entre les entraînements en chaleur et l'adaptation à l'altitude, les différents tests qu'il applique avec les équipes de France de ski de fond, l'importance du monitoring de l'entraînement, la formation des coachs et bien plus. Merci à All You Need Nutrition de soutenir ce podcast. All You Need, c'est la marque de compléments alimentaires de haute qualité made in France spécialement pour les athlètes. Alors si tu t'entraînes sérieusement et tu veux t'assurer de couvrir tes besoins en vitamines et minéraux ou tu veux complémenter ton apport en protéines avec une whey de haute qualité, utilise le code UPSIDE sur ta prochaine commande pour bénéficier de 10% de rabais. Et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour savoir pourquoi j'ai décidé de travailler avec All You Need Nutrition ainsi que mes produits préférés de la gamme All You Need. Maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Jonas Foro. Jonas, c'est quoi la valeur de lactate la plus haute que tu aies mesurée durant un test ou durant un entraînement? Bah, je saurais pas te dire parce que c'était marqué high sur le Lactate Pro 2. Du coup, C'est c'était plus de 25. plus de 25. Donc, ouais, c'était une séance de RSH, donc répétition de sprint en hypoxie. C'est des répétitions de sprint qu'on fait sur ski erg avec les fondeurs. Ouais, Donc, c'est des séances qui sont hyper intenses, des sprints de 10 secondes avec des 20 secondes de récup. ok. Euh, enchaîné, on en enchaîne 5 et on fait ça, on fait 4 séries de 5 sprints. Donc, c'est des séances qui sont hyper violentes et ça à 3500 mètres d'altitude. Ok. Et donc là, on monte sur des valeurs de lactate qui sont vraiment hyper hautes. Et ouais, ça nous arrive très facilement d'avoir des athlètes à plus de 20 et donc entre 20 et 25 et parfois du coup à plus de 25 où finalement bah, on ne sait pas parce que c'est les limites de la machine. Et donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir, là on a acquis un Biocène, donc c'est une machine de lactate qui nous permet d'avoir des valeurs plus précises et un petit peu plus hautes que 25. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir des valeurs plus précises sur ces valeurs-là. Typiquement, tu prends les mesures à la fin de chaque bloc de 4 ou 5 intervalles, c'est ça? Exactement, ouais. À la Ouais. fin des blocs de 5 intervalles, on prend on prend la mesure de lactate et puis ça nous aide à voir un peu aussi au niveau de la progressivité, au niveau des séances, etc. On prend les watts aussi moyens et les watts max sur chaque répétition. C'est assez facile parce qu'on fait ça sur Ski donc on a les watts qui sont enregistrés ou qui sont écrits. Mhm. Donc finalement, c'est des séances qui sont assez faciles à monitorer, que ça soit au niveau des watts, que ça soit au niveau de l'AFC, que ça soit au niveau des lactates. Et on fait ça en chambre hypoxie, du coup, ici au centre, où on l'a fait aussi sur le terrain avec des alti-trainers. Avec le biathlon aussi, on l'a associé au tir. On avait fait donc des répétitions de 5 sprints et ensuite une série de 5 cibles à tirer. Et puis après, il retournait, il récupère 4 minutes et puis après, il retourne faire les sprints, etc. Ouais, c'est des entraînements qui sont assez impressionnants et les séances de RSH, ça fait déjà beaucoup d'années que c'est bien étudié dans la littérature scientifique et les effets sont bien étudiés. Et donc, bah, nous, on l'utilise depuis maintenant 2016. Ça a été Cyril Burdel, premier entraîneur, qui était à l'époque l'entraîneur du ski de fond français, qui l'a intégré au sein de la Fédé, de la Fédé. Super intéressant. Donc, ces intervalles, ils sont faits en hypoxie. Parle-nous un petit peu justement des adaptations qu'on peut attendre de ce genre de séance et quelle fréquence au niveau séance par semaine et combien de temps aussi pendant combien de semaines tu vas faire ce genre d'intervention. Eh ben, les séances de RSH, donc déjà, je trouve que c'est assez rigolo de parler de la méthode en elle-même parce que c'est, je pense, une des premières méthodes qui a été, en fait, c'est pas forcément un entraîneur qui l'a mis au point et puis après, ça a été validé par la science. Beaucoup de méthodes d'entraînement finalement commencent comme ça, c'est-à-dire que finalement la séance PMA, la séance de seuil, etc. C'est les entraîneurs qui les ont mis en place et puis la science est arrivée derrière, a dit oui, voilà, c'est validé et puis
En gros, elle dit, bah voilà comment on peut les optimiser. La séance de RSH, c'est vraiment une méthode de labo, c'est-à-dire que c'est des universitaires à Lausanne, donc le groupe de Grégoire Millet et notamment Raphaël Feix qui a fait le premier article dessus, qui a mis en place cette méthode-là en disant bah, peut-être que ça peut avoir des effets. Et puis en fait, ils ont vu que ça avait des effets positifs et donc ça s'est glissé après petit à petit dans l'entraînement. Donc c'est assez rigolo de parler de ce genèse de ces séances-là parce qu'elles viennent vraiment du labo et c'est assez rare pour le préciser. Après, donc ces séances-là, elles ont des effets pas hématologiques. Donc c'est-à-dire que c'est des séances hypoxie, mais on ne recherche pas du tout les effets hématologiques, c'est-à-dire au niveau la multiplication du nombre de globules rouges, des choses comme ça qu'on recherche finalement dans l'hypoxie traditionnelle, dans l'utilisation de l'hypoxie traditionnelle. Là, on cherche plutôt des adaptations musculaires et du coup des adaptations musculaires à utiliser l'oxygène et aussi à fonctionner justement en dette d'oxygène. Et donc là, ça nous permet à la fois d'augmenter la puissance max et aussi de retarder la fatigue. C'est-à-dire que sur des sprints, en fait, à une telle intensité, on n'est plus capable d'en faire 10, mais on est capable d'en faire 13 ou 14 à la même intensité. Donc ça nous permet de faire plus de sprints à une même intensité d'effort. Donc ce qui est hyper intéressant dans la plupart des sports intermittents, comme les sports collectifs ou même nous, comme le ski de fond ou le biathlon, où finalement, c'est des sports qui sont aussi intermittents. Et après, dans l'agencement des séances, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, justement, il y a un petit peu, il y a pas mal d'articles qui sont sortis dessus, etc. Nous, souvent, on dit qu'il faut réaliser au minimum 5 séances pour qu'il y ait des effets. Si c'est pour faire moins de 5 séances, c'est pas la peine. Donc, souvent, on réalise un cycle de 5 à 7 séances. On peut monter jusqu'à 9 ou 10 séances dans un cycle. On réalise les séances tous les 3 jours à peu près. Donc ça nous fait des cycles d'à peu près un mois. Un mois, on va réaliser justement ce bloc de séances RSH. On peut le réaliser à la fois sur le haut du corps, à la fois sur le bas du corps. Nous, on s'est aperçu que ça avait des effets plus positifs sur le haut du corps, en tout cas chez nos athlètes. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise vraiment dans le haut du corps. C'est aussi là qu'il y a les fibres les plus rapides au niveau musculaire. Donc je pense que c'est lié aussi à ça qu'il y ait vraiment plus d'adaptation sur les muscles du haut du corps. Et puis après, au niveau des séries, ben, ça peut varier. Nous, on fait du coup souvent 4 blocs de 5 sprints, de 10 secondes, récupération 20 secondes. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs mouvances et il y a des sprints qui ont tendance à se rétrécir un petit peu, donc qui vont on fait plutôt du 6-24 plutôt que du 10-20. On peut faire aussi du 12-18, mais ça, c'est beaucoup plus intense. Souvent, quand on va vers du 12 secondes, on prend plus de récup, donc on fait du 12-40 ou du 12-45. Mais on reste sur de l'intervalle quand même très court. Donc, faut vraiment, on monte rarement au-dessus des 12-14 secondes parce qu'après, on tombe vraiment dans une autre filière. Euh, et du coup, en fait, finalement, les adaptations sont plus les mêmes et l'effort est plus le même. Typiquement, les valeurs de lactate sont beaucoup plus basses si on est sur des efforts un peu plus longs. Et du coup, on est finalement sur des adaptations qui sont vraiment différentes et qui sont pas forcément celles recherchées. Et puis après, ben, on va dire dans la suite des séances, etc., ben, on a justement ce gain de puissance, ce gain qui est vraiment ressenti par l'athlète et cette capacité du coup à répéter les sprints qui est vraiment plus importante que si on faisait justement les séances en normoxy. Tu as dit que si les sprints étaient plus longs, typiquement, tu voyais des valeurs de lactate qui étaient plus basses. Alors que intuitivement, on pourrait se dire, ben, s'ils poussent plus longtemps, ça va être plus dur, donc il y aura plus de lactate qui est produit. Comment t'expliques que les valeurs de lactate seront moins importantes avec des efforts plus longs? Je pense que c'est assez simple, je pense que tu l'as bien marqué aussi dans la plupart de tes formations, etc. On n'est pas forcément sur le même type d'effort, justement. On crée de la fatigue de manière un peu différente et on ne recharge pas justement les stocks de glycogène. On n'est pas forcément sur les mêmes adaptations et sur les mêmes dépenses énergétiques. Et donc, finalement, bah, du coup, on a des valeurs de lactate qui sont vraiment plus basses. Qui sont vraiment plus basses, plus on augmente vraiment le temps d'effort, c'est-à-dire que quand on va par exemple sur des 30-30, où là, bah, du coup, on va avoir des lactates qui vont pas dépasser 12, parce que finalement, l'effort qu'on va produire par l'athlète, peut-être que s'il fait un all-out dès le premier, bon, on va peut-être avoir une valeur de lactate qui va être assez haute, et puis finalement, bah, après, le lactate va être consommé aussi par finalement le mécanisme aérobie. Et donc, ben, on va avoir des valeurs de lactate qui vont être de plus en plus basses finalement au fil des 30-30, si on commence en all-out en tout cas.
Et du coup, c'est pour ça que nous, on privilégie vraiment des efforts plus courts. Et c'est aussi ce qui va, pour moi, être la difficulté de la séance. C'est-à-dire que finalement, quand on repart sur un sprint de 10 secondes, quand on a fait 10 secondes d'effort, même 10 secondes, c'est long quand même. La plupart des athlètes sont vraiment, je pense, 8 secondes à fond. Quand on repart sur un sprint de 10-8 secondes, finalement, on a l'impression d'avoir récupéré totalement et de pouvoir vraiment en remettre pendant au moins 5 secondes, etc. Et c'est un effort qui est vraiment hyper violent, qui est vraiment hyper difficile. Souvent, les athlètes ils disent que c'est même plus difficile que ce qu'ils retrouvent en compétition. Et je pense qu'il y a aussi un aspect mental aussi de faire souvent, on dit entraînement difficile, course facile. J'aime pas trop cette formulation, mais en tout cas, là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que mentalement, c'est vraiment un entraînement qui est difficile et on va puiser vraiment loin nerveusement. Et donc, franchement, c'est coûteux nerveusement. Physiquement, on récupère assez rapidement de ce type d'entraînement parce que c'est assez court quand même finalement. Euh, mais nerveusement, on met quand même un peu du temps. C'est pour ça que souvent on privilégie 3 jours entre les séances, 2-3 jours entre les séances, parce que vraiment, il faut laisser le temps de récupérer au niveau nerveux. Tu as parlé des adaptations musculaires qu'on va rechercher. Est-ce que ça a été documenté? Qu'est-ce qu'on va voir comme changement? Est-ce que c'est principalement autour de la capillarisation des fibres rapides, par exemple, ou le développement mitochondrial de ces fibres rapides? Qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport à ça? Alors, je suis plus certain, mais il me semble qu'il y a justement cette capillarisation qui est beaucoup plus importante au niveau des fibres rapides. Il y a aussi tout ce qui est du système activation qu'on peut retrouver aussi sur les mêmes adaptations qu'on va retrouver en musculation, etc. Mhm. Le système nerveux qui va être aussi qui va être plus performant. Euh, et puis après, cette capacité, on va dire, d'accumuler du déchet métabolique, etc., qui va être aussi plus important. Et donc, toutes ces choses-là font que on va augmenter justement cette capacité à répéter ces sprints de manière plus importante. Euh, je vous invite à aller voir justement ceux que ça intéresse vraiment les articles parlant du RSH. Le premier, c'est vraiment Raphaël Face, je crois que c'est en 2013, il me semble, la première publication du RSH. Elle a fêté ses 10 ans il y a pas longtemps. Et maintenant, il y a plus de 100, 200, je ne sais plus combien de publications qui portent sur le sujet. Donc, c'est vraiment une méthode d'entraînement qui est utilisée dans le monde entier, dans pas mal de sports aussi, que ce soit les sports collectifs. Il y avait pas mal de rugby qui l'utilisaient. Il y a des clubs de rugby, des clubs de foot qui ont fait construire des chambres hypoxie dans leur centre d'entraînement justement pour utiliser le RSH. À Marcoussis, il y a une salle hypoxie justement où ils l'utilisent beaucoup sur le rugby à 7. Mhm. Au CNE de Roland-Garros aussi, il y a une salle hypoxie où ils l'utilisent beaucoup également. Donc maintenant, c'est devenu une méthode d'entraînement qui est assez commune. Dans le cyclisme aussi, ils l'utilisaient beaucoup aussi. Des athlètes qui venaient en stage ici, qui l'utilisaient également donc beaucoup. Cette capacité à répéter les sprints dans le cyclisme, on comprend bien que c'est hyper intéressant. Donc finalement, même pour les sports qui peuvent paraître à dominant très endurant, c'est quand même une méthode qui est intéressante pour eux. Ouais, surtout, j'imagine, si tu as des composantes d'explosivité dans ta discipline ou dans la compétition qui vont te demander justement de pouvoir alimenter ce genre d'effort. Euh, pour les gens qui n'auraient pas de chambre hypoxique à disposition, est-ce que c'est le genre de protocole qui peut quand même être mis en place sans hypoxie, du coup? Ou est-ce qu'il y a des moyens d'y arriver sans une chambre hypoxique ou sans être à 3 500 mètres d'altitude? Ah, c'est une super question. Alors, ce qu'on appelle donc on peut appeler ça du RSN ou du RSA, hein, donc du répétition sprint en norme oxy. Euh, c'est une méthode qui montre justement moins de gains de performance qu'en hypoxie. Euh, mais il y a un chercheur qui s'appelle Xavier Warrens, qui est français, qui utilise pas mal en fait l'utilisation du VHL, l'entraînement en VHL. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est de l'hypoventilation en gros. Ah ok, ouais, C'est-à-dire qu'on d'accord. va, qu'on va faire des phases d'apnée pendant les sprints et on va avoir finalement des adaptations et on va dire des adaptations physiologiques qui sont quasiment les mêmes, similaires à celles de l'hypoxie. En fait, en retenant nos respiration, on va simplement du coup diminuer notre saturation sanguine en O2 et donc finalement avoir les mêmes effets aigus que l'hypoxie avec une saturation qui est basse.
On ne peut pas la maintenir dans le temps indéfiniment parce que ça demanderait en fait une concentration mentale qui est trop importante, c'est-à-dire de faire des petites phases d'apnée assez régulières. Euh, mais par contre, sur une séance de RSH, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut répéter les sprints en apnée. Donc on part sur un sprint en apnée, on va le plus loin possible, le plus loin possible. Une fois qu'on ne peut plus retenir notre apnée, bah, on respire, on finit le sprint. Et là, du coup, on récupère, on fait des grandes inspirations, etc. Et puis après, ben, on recommence, etc. On peut même faire la phase d'apnée juste avant de commencer le sprint, 1 ou 2 secondes avant de commencer le sprint. Et finalement, on voit des effets qui sont très positifs et qui sont très proches de ceux du RSH. Donc, c'est une méthode d'entraînement qui peut être aussi utilisée ben, finalement sans avoir de chambre hypoxie. Mais je te parlais de la charge mentale tout à l'heure. Là, on est sur une autre dimension de charge mentale, c'est-à-dire que à la fois on enchaîne des sprints qui sont hyper durs physiquement, musculairement, etc. Et en plus, on a la charge mentale de manquer d'air et d'avoir envie de respirer et de pas pouvoir. Et là, c'est vraiment, vraiment difficile. Je vous invite tous à essayer justement la prochaine fois que vous allez courir en footing, de faire de l'hypoventilation, c'est-à-dire que d'essayer de retenir votre respiration. Souvent, vous faites bah, toutes les 4 respirations, vous retenez pendant 4 secondes simplement. Et ben, vous allez voir que c'est très difficile. On peut se dire, voilà, toutes les 4 respirations, je retiens 4 secondes, c'est hyper facile, machin, etc. Mais vous allez voir, simplement, même en footing, c'est hyper difficile. Et pour ceux qui ont un oxymètre simplement au doigt, etc., vous allez voir que votre saturation va baisser très rapidement. Et vous allez faire votre footing finalement aux alentours d'une saturation entre 80 et 90. Ça dépend si vous faites bien ou pas les phases d'apnée, mais entre 80 et 90% de saturation d'oxygène du sang. Et donc, bah, vous allez faire comme si vous faisiez votre footing à 3000 mètres d'altitude ou à 3500 ou même plus, hein. Quand on commence à avoir des saturations aux alentours de 80, on est aux alentours des 3500, 4000 mètres d'altitude. Donc, finalement, pas besoin d'aller en haut du Mont Blanc pour faire ses footings en altitude. Après, comme je le disais, c'est une méthode qui est, encore une fois, vraiment très difficile au niveau, dans l'applicatif, en fait. Hmm. Nous, on l'utilise pas dans le haut niveau parce que dans l'applicatif, elle est vraiment très, 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 très compliquée à mettre en place. Justement, parce qu'il faut une certaine expérience au niveau de les phases d'apnée. C'est très difficile aussi. C'est encore plus difficile, comme je le disais, nerveusement, mentalement. Ça demande de la concentration. Et puis il y a des athlètes pour qui ben, on essaye, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que les phases d'apnée, ils ont beau faire des phases d'apnée, etc. La saturation, elle baisse pas. Ils n'arrivent pas à maintenir une apnée suffisante pour que la saturation, elle baisse. Et donc voilà, c'est une méthode qui peut être un bon palliatif quand on n'a pas du tout d'hypoxie pour faire des séances de RSH. Mais il faut savoir que c'est très très difficile. Ouais, je me demandais par rapport à cette saturation, justement, parce que, ayant joué un peu avec les protocoles Sil alors, quand tu es au repos, forcément, tu consommes pas la même quantité d'oxygène, mais ça prend quand même une bonne minute avant de voir ta saturation descendre quand quand tu es au repos et que on va dire que tu prolonges un petit peu cette expiration pour te débarrasser d'un peu plus de CO2. En gros, tu te mets en hypocapnie, ce qui te permet ensuite de retenir ta respiration plus longtemps. Est-ce que c'est ce genre de pratique qu'ils utilisent pour justement se préparer au sprint et faire en sorte que tu aies déjà on va dire une marge de manœuvre avec le CO2 qui soit un petit peu plus élevée? Parce que forcément, qui dit sprint dit beaucoup de CO2 qui va être produit et devoir être tamponné. Et donc, c'est ça qui va te donner envie de respirer. Et peut-être que c'est ça qui limite certains athlètes et qui les empêche de descendre en saturation. Je pense que sur la phase d'effort, honnêtement, ça va tellement vite. La saturation, elle descend tellement vite dès Ok, que tu te mets en apnée. Tu as un effet quasiment immédiat. Pas forcément sur le premier sprint, mais directement sur le deuxième sprint, tu ouais. as une saturation qui diminue. Donc, je pense que tu as un tel débit sanguin, un tel débit cardiaque et ventilatoire à ce moment-là que finalement, ça suffit à faire descendre la saturation. Et puis après, au niveau du rejet de CO2, ben, dans tes phases finalement où tu peux respirer, je Hmm, pense que ça suffit à rejeter le CO2. hmm. En tout cas, on n'a jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là sur ce type de séance. Là aussi, c'est des séances qui sont utilisées vraiment de manière régulière, etc. Les séances, le VHL, le RSH VHL, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé fréquemment. Voilà, c'est pas une méthode de niche, etc. Ouais, ouais. C'est des choses qui sont utilisées fréquemment, mais effectivement,
il n'y a pas besoin forcément d'avoir ce qu'on peut voir typiquement, comme tu disais, avec les méthodes Wim Hof ou dans les plongées, les plongeurs, etc., qui justement forcent un peu l'hyperventilation avant de se lancer dans des phases d'apnée. Et ben là, on n'a pas forcément ces besoins de faire cette phase-là. Tu as On n'a pas parlé, besoin. ouais, tu parlé de ce type d'intervention qui est très bien sur le papier et parfois très difficile à mettre en place au niveau pratique. Ça me fait penser un peu au 3 minutes all out, qui est un test qui, il y a quelques années, en tout cas, d'après ce que j'avais vu, était assez. Enfin, il sortait comme étant le test ultime parce que en un test, tu arrivais à avoir plein de données intéressantes. Mais il s'avère qu'au final, au niveau pratique, il y a personne qui veut le faire déjà parce que c'est tellement dur. Et voilà, si tu t'arrêtes après 2 minutes, eh ben, tu dois recommencer à zéro dans 2 ou 3 jours. Et c'est quelque chose qui est très contraignant. Et je pense que ça, faut le considérer aussi dans l'application pratique des entraînements. Est-ce qu'il y a d'autres types d'entraînements comme ça qui te viennent en tête, qui sont super intéressants sur le papier, mais qui, logistiquement parlant, ils sont pas faisables ou très difficiles à mettre en place? Alors, effectivement, je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein, mais ne serait-ce qu'avec l'altitude, hein. L'altitude regorge de méthodes hyper intéressantes, mais hyper difficiles à mettre en place sur le papier. Euh, Moi, j'en parlerai d'une parce qu'en ce moment, c'est une mouvance aussi qui est importante, c'est l'entraînement en chaleur. Hmm. L'entraînement en chaleur, c'est assez simple à mettre en place, pour le coup. Assez simple à mettre en place. Finalement, la fatigue physiologique n'est pas hyper importante, c'est-à-dire qu'on récupère bien dans l'entraînement en chaleur. Si on se réhydrate bien à la suite de l'entraînement, et finalement, si on fait bien le job, on monte pas trop en température corporelle, on reste bien dans les ranges, etc. Ben finalement, c'est un entraînement qui va être plutôt bénéfique. Mais par contre, ben, c'est dur, hein. C'est dur. Pour l'avoir fait, enfin, moi, de toute façon, je fais tous les types d'entraînement que je fais subir aux athlètes globalement. Donc, le RSH, j'ai déjà fait. L'entraînement chaleur, j'ai déjà fait. Le VHL, j'ai déjà fait. Je pense que le VHL, je le mettrais au-dessus de tout parce que c'est vraiment difficile. Mais l'entraînement chaleur, en fait, ça vient puiser aussi une fatigue nerveuse et une fatigue mentale, etc., qui est hyper importante. Et, euh, et je pense qu'on sous-estime un petit peu cette part-là, en Hmm. tout cas, sur certains types de sports, en tout cas. Certains types de sports où il n'y a pas forcément besoin d'avoir une capacité d'a- de concentration hyper importante, bah, ça peut être très bien. Mais tu vois, typiquement, nous, il y avait certains Norvégiens pendant l'hiver qui faisaient des séances chaleur à l'hôtel. On les voyait, ils pédalaient avec leur hit suite là, leur combinaison de transpiration, de sudation. Et ils pédalaient sur les vélos et puis l'après-midi, ils allaient se faire la course. Mais ils étaient rincés en fait. Ils tiraient dans les angles, etc. En fait, je pense que ça peut très bien aller avec un type d'entraînement, etc. Avec un type de compétition. Mais si on a une compétition, on a besoin de concentration, besoin vraiment d'une fraîcheur mentale et de concentration hyper importante. Bah, je pense que là, c'est pas du tout la bonne solution. Et d'ailleurs, ben, nous, en tout cas, on l'a vu dans l'hiver, ceux qui faisaient ce type d'entraînement-là, ils étaient mais, pas du tout performants sur les courses qui suivaient. Et je pense que ça leur demandait trop d'énergie. Nous, par contre, on a pu le faire sur certains athlètes vraiment en amont de la saison. Et c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes vraiment en amont de la saison parce que justement, on va pas créer ces adaptations hyper importantes, quoi. Enfin, on Hmm. va pas créer La fatigue physique. ces fatigues mentales hyper importantes, quoi. Ouais, je pense que c'est un point important, toujours considérer justement les apports bénéfiques qu'un entraînement peut avoir, mais surtout ce que ça va te coûter, parce que c'est Ouais. ça en fait la vraie question dans la continuité. Dans les études de 6 semaines, 8 semaines, on s'en fout un peu de ce que ça va coûter, parce que le but c'est de trouver qu'est-ce qui marche pas et de combien. Mais au final, dans le processus d'entraînement global, il faut considérer cette récupération. On avait mis en place l'entraînement en chaleur, c'était quoi? C'était novembre 2023 avec Claudia qui fait du CrossFit parce qu'elle allait à Dubaï en décembre. Donc il allait faire chaud et vu qu'il faisait froid ici, on s'est dit que ce serait pas une mauvaise idée. Mais clairement, en regardant les protocoles de la littérature, 5 jours par semaine, etc., c'était complètement infaisable avec son plan d'entraînement. Donc on a fait on a une approche qui était
on va dire, un petit peu hybride et on a surtout fait moins que ce qui était prescrit à la base. C'est-à-dire qu'elle faisait 2 séances actives par semaine sur le vélo, qu'on remplaçait. Donc ces séances-là remplaçaient d'autres séances qu'elle faisait habituellement. Donc voilà, ça prenait un petit peu de place dans la charge d'entraînement, mais on ne l'avait pas mis par-dessus tout le reste, parce que ça aurait été une erreur. Et en parallèle, elle faisait un petit peu de passif aussi avec soit des douches chaudes, soit des bains, soit du sauna. Mm. Et elle avait eu de super résultat, alors on n'avait pas pu mesurer, tu vois, masse de l'hémoglobine et ce genre de choses, mais clairement, elle récupérait beaucoup mieux que les autres dans le show et elle avait fait une super compète. Donc c'était un outil qu'on va garder pour justement les phases comme ça, mais clairement, des fois, ce qui est noté dans la littérature, bah, c'est ce qui a été étudié, hein. C'est le protocole qui a été, entre guillemets, validé, mais après, encore une fois, la faisabilité de ce protocole, c'est pas toujours le plus simple à mettre en place dans des entraînements, surtout pour des sports comme bah, Claudia qui fait du CrossFit. C'est pas un sport d'endurance où tu fais que, entre guillemets, du vélo ou presque du vélo pour les cyclistes. Il faut considérer les autres éléments de l'entraînement aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ça qui est complexe, hein. Il faut toujours poser le pour et le contre, et puis bénéfices, risques, etc. Moi, je pense que l'intégralité des discussions que j'ai avec les entraîneurs, c'est bah, finalement que là-dessus. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va parler d'une méthode ou qu'on va parler d'un nouveau type d'entraînement, etc. C'est ben, finalement, OK, ben, on a cette nouvelle méthode qui paraît peut-être bien, mais qu'est-ce que ça nous coûte? Et quels peuvent être les bénéfices. Et dans qu'est-ce que ça nous coûte, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on enlève, en fait. Parce que, comme tu dis, en fait, tu peux pas venir rajouter, rajouter, parce que ça marche pas, en fait. À un moment donné, l'entraînement, c'est des compromis. C'est-à-dire que tu dois faire des compromis sur des choses en te disant, bah, OK, le RSH, j'y crois, c'est une méthode qui va apporter de la plus-value. Par contre, bah, du coup, je vais enlever des séances PMA. Par contre, je vais enlever ma séance. J'avais prévu 3 séances de muscu cette semaine, bah, j'en fais plus que deux. J'avais prévu bah, 2 séances PMA, j'en fais plus qu'une parce que j'ai le RSH. Mais en fait, il faut croire en la méthode et se dire, bah, de toute façon, même en enlevant, je vais être plus performant qu'avant avec ce que j'aurais gardé. Donc, c'est vraiment faire des compromis parce que à chaque fois que tu dis, ben, OK, on fait et on empile, on empile, on empile, bah, ça marche pas. Ou alors, si tu viens saupoudrer, c'est-à-dire que tu te dis, ben, OK, ben, on va tester le RSH. Moi, j'ai des entraîneurs qui m'ont dit ça, on a testé le RSH, ça marche pas. Je dis, bah, OK, vous avez fait quoi? Ah, ben, en fait, on a fait une séance par semaine pendant 4 semaines. Du coup, ils ont fait 4 séances finalement pendant 4 semaines, une par semaine. Ils n'ont rien enlevé d'autre comme entraînement. Et donc, bah, en fait, ça, oui, ça peut pas du tout marcher, quoi. Enfin, parce que, à un moment donné, si tu veux faire la méthode, si tu veux vraiment la tester, il faut le faire à 100%. Ça me fait penser un petit peu à l'altitude, où l'altitude, ben, si tu y vas 7 jours, ben, tu dis, ouais, l'altitude, ça marche pas chez moi. Ouais, j'ai déjà fait un stage, ça m'a plus fatigué qu'autre chose. Bah, tu y es allé combien de temps? Ouais, 7 jours. Bah ouais, ben, en fait, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est juste que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, et c'est juste que faut accepter de faire ces compromis-là. La phase d'acclimatation en arrivant en altitude, souvent les athlètes ont beaucoup de mal à se brider. Tu vois, nous, c'est vraiment un fort apprentissage qu'on a là-dessus, c'est d'arriver à brider les athlètes sur la phase d'acclimatation où il faut justement ben, moins en faire, il faut un petit peu moins en faire, il faut diminuer un petit peu le volume et surtout ben, pas faire de séance d'intensité, donc c'est-à-dire pas faire de séance PMA, de seuil, etc. Pas de séance au-dessus du premier seuil, Mm. globalement. Et du coup, parfois les entraîneurs ou les athlètes ont l'impression de perdre du temps, de dire putain, mais là je fais pas de séance, je vais régresser, machin, etc. Mais en fait, il faut voir le bénéfice à long terme et de se dire, ben, en fait, à long terme, dans 4 semaines, je serais plus performant que si j'avais fait juste ma petite séance PMA à ce moment-là. Et ça, parfois, c'est difficile, ce côté, ben, j'ai toujours fait ça, et du coup, si je change, ça va tout changer, etc. Mm. Il faut accepter, quoi. Il faut accepter de faire ces compromis-là en allant vers de nouvelles méthodes, parce que sinon, c'est sûr que ça va pas fonctionner, quoi. Je pense que le mot compromis, c'est vraiment le bon. Et c'est bien que tu aies mis tout ça en avant et que tu aies parlé du fait que vous enlevez des séances. Ça allait être ma prochaine question justement par rapport au RSH. Qu'est-ce que vous faites en contrepartie pour contrebalancer justement cette récupération qui est nécessaire avec la contrainte nerveuse que ça va demander? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place spécifiquement durant ces phases de travail de sprint qui vont aider les athlètes à mieux récupérer en dehors de, bah, tu as dit, hein, enlever 1 ou 2 séances d'intensité
en cardio, enlever une séance de renfo? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour la récup? Pas spécialement, on met pas en place une récup spécifique comme systématiser le bain froid post-séance ou de choses comme ça. On met pas forcément de récupération hyper spécifique à ces séances-là. On enlève, comme j'ai dit, une séance à haute intensité par semaine souvent. Donc on arrive à conserver, on va dire, trois séances à haute intensité. Donc deux de RSH et une de, ça peut être PMA, ça peut être seuil, ça peut être autre. Et puis, parfois, maintenant c'est un petit peu moins le cas, mais à l'époque, quand ils faisaient beaucoup de séances de muscu, ben, il y avait une séance de muscu qui sautait sur les trois séances de muscu de la semaine. Il y avait une séance de muscu qui sautait aussi avec ces séances de RSH. C'est une séance finalement qui est un peu à la croisée des chemins, justement, entre, comme je disais, il y a des adaptations à la fois musculaires et à la fois, on va dire, physiologiques. Quand je dis physiologique, c'est plus au niveau énergétique. Euh, et du coup, c'est un peu la croisée entre une séance de muscu et une séance d'intensité classique. Et donc, forcément, il faut faire un peu des compromis sur les deux aspects, quoi. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on vient enlever ces types de séances-là. Mais il faut l'accepter et c'est un pari. La plupart du temps aussi, quand on le fait pour la première fois avec un groupe, on le fait sur des années qui sont un petit peu moins importante, on va dire, sur des années. Typiquement, là, on rentre dans une année olympique. C'est typiquement pas l'année où on va tester le RSH avec un nouveau groupe d'entraînement. Typiquement, le combiné nordique, ils n'ont jamais fait de RSH. Je vais pas arriver en disant, bah, cette année, il faut qu'on fasse du RSH, c'est l'année olympique. Ils vont me regarder avec des 0,2, ils vont dire, mais non, en fait, on va faire ce qu'on connaît et on va on va juste essayer de mieux le faire, c'est tout. Ouais, ouais, c'est bien dit comme ça. Il y a des moments pour être explorateur et aventurier, essayer de nouvelles choses, mais quand tu arrives proche des grosses échéances, c'est pas le moment d'être créatif. C'est le moment de faire ce que tu sais faire, de t'assurer que les choses vont dans le bon sens, que les gars et les filles seront prêts au bon moment. Et c'est à peu près tout, quoi. Pour revenir sur l'entraînement en chaleur, on en parle un petit peu comme l'altitude du pauvre, des fois. Mm. Tu peux comparer les deux au niveau des adaptations que ça va engendrer, justement? Alors, donc les deux vont avoir finalement les adaptations finales identiques. Ça dépend pourquoi on le fait. Pour moi, il y a deux raisons d'aller vers de l'altitude ou d'aller vers de la chaleur. La première raison, ça va être l'acclimatation. Si j'ai une compétition en altitude, je suis obligé de faire de l'altitude, globalement. Parce que je vais avoir besoin de m'acclimater, etc. Typiquement, si on parle de la prochaine Coupe du Monde où il y aura des matchs à Mexico, City, ben là typiquement, si les joueurs ils vont jouer à Mexico City et qu'ils vont pas s'acclimater, ben ça va causer des problèmes à un moment donné. Enfin, À, ils vont être moins performants. à partir de quelle altitude la baisse de pression partielle en oxygène affecte les performances, typiquement? Alors souvent on dit dès 1000 mètres, après ça dépend un petit peu des athlètes, etc. Nous souvent ce qu'on préconise, c'est qu'il faut une acclimatation quand on a des compétitions au-dessus de 1400 mètres d'altitude. Ok. Au-dessus de 1400 mètres d'altitude, on commence à rentrer dans de l'altitude et on a un vrai impact sur la baisse de performance. Mhm. Euh, et donc, à partir de ça, il faut créer du coup de l'acclimatation. Donc, aller à cette altitude-là, s'entraîner et y aller un peu plus tôt, c'est-à-dire y aller finalement le plus tôt possible avant la compétition. Donc, une semaine ou 10 jours avant la compétition. Et du coup, finalement, être acclimaté. Il faut savoir qu'avec l'altitude, on va jamais retrouver l'intégralité de nos performances qu'on avait à basse altitude. Typiquement, si à basse altitude, j'ai une performance et que cette performance, je monte en altitude, elle va baisser de 10%. On dit qu'elle baisse en gros, entre 6 et 12%, ça dépend des individus, tous les 1000 mètres. Mhm. Si par exemple, je monte à 1500 mètres et du coup, elle baisse de 10%, et ben, avec cette phase d'acclimatation, je vais récupérer 33% de ces 10%-là, mais je ne vais pas récupérer l'intégralité de ces 10%. Mhm. Contrairement à la chaleur, où justement c'est aussi intéressant d'aller s'acclimater à la chaleur si j'ai une compétition à la chaleur, où là, je peux espérer retrouver l'intégralité de ma performance avec de l'acclimatation. Et, euh, et là-dessus, sans avoir d'effet négatif. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recommande en tout cas, c'est qu'à partir du moment où il y a le doute, le moindre doute qu'il y ait une condition chaude
lors de notre course, bah, en fait, autant faire de l'entraînement en chaleur, Mhm. surtout sur des sports en endurance, parce que, comme tu l'as dit, pour un cycliste, pour un coureur à pied, finalement, ça va pas forcément trop impacter son entraînement. Pour quelqu'un qui fait du crossfit, un petit peu plus, mais en tout cas pour quelqu'un qui fait de la course à pied ou du vélo, pas tellement. Et en fait, finalement, bah, on va faire de l'entraînement en chaleur. Et s'il fait chaud, bah, tant mieux, je suis acclimaté. S'il fait pas chaud, bah, tant pis, au pire, il n'y a pas d'effet négatif. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'acclimatation, ça c'est vraiment hyper important. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment obligatoire si à un moment donné on veut performer. Comme je l'ai dit, 33% de 10%, ben, en gros, ça fait 3-4%, 33,3%. Ben, 3,3% de différence de performance entre l'un ou l'autre, c'est énorme quoi, quand C'est on énorme. arrive au haut niveau. Donc à un moment donné, l'acclimatation, elle est obligatoire. Le deuxième effet, ça va être plutôt des effets hématologiques, donc de gain de performance qu'on peut espérer. Donc là-dessus, je vais commencer par l'altitude et puis après, je vais glisser plutôt vers la chaleur. Donc en altitude, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir donc une baisse de la saturation en O2 dans notre sang. On va avoir notre corps du coup qui va produire finalement des globules rouges en quantité pour venir compenser ce manque d'oxygène pour multiplier les transporteurs. Et donc on va avoir notre masse en hémoglobine qui va augmenter et donc avoir plus de transporteurs d'oxygène. Et donc, quand on va revenir à basse altitude, on va avoir plus de transporteurs d'oxygène et donc un système cardiovasculaire plus performant. Donc ça, c'est les effets de l'altitude qui sont connus, reconnus. La chaleur, donc depuis quelques années, commence à être étudiée dans ce sens-là. C'est-à-dire que la chaleur va augmenter finalement le volume plasmatique, va avoir comme effet d'augmenter le volume plasmatique, justement par des phénomènes de réhydratation, etc., post-séance. Donc on va avoir notre volume plasmatique qui va augmenter. C'est-à-dire qu'on va avoir un taux d'hématocrite, un taux de globules rouges qui va être plus faible dans notre sang à un instant T. Et notre corps va dire, putain, j'ai un taux qui va être plus faible. C'est-à-dire que d'habitude, je suis plutôt aux alentours de 12-13%. Là, je vais être à 10%. Et du coup, va produire des globules rouges pour venir pour compenser, en fait, ce pourcentage. Et finalement, bah, va venir du coup produire des globules rouges. Et donc, on va avoir une masse en globules rouges et une masse sanguine totale qui va être plus élevé. Et donc, la finalité, on va avoir la même qu'en altitude, avoir une masse en hémoglobine qui va être plus élevée. Est-ce qu'on arrive à avoir des pourcentages d'élévation qui sont similaires entre les deux interventions? Ou est-ce que Alors, l'altitude reste quand même au-dessus par rapport à ça? de ce qu'on connaît, l'altitude reste quand même un petit peu Hmm. au-dessus, surtout sur des phases un peu longues, etc. d'altitude, elle reste quand même au-dessus. Là où nous, on explore les choses, c'est dans la combinaison des deux. Ouais. Où, pour nous, ben, en gros, c'est là qu'il y a le plus de portes ouvertes où on peut aller chercher les vrais gains, c'est-à-dire de vraiment faire un stage en altitude assez classique de 3 semaines typiquement, et ensuite d'aller ajouter 10 jours d'entraînement en chaleur. Euh, donc par exemple 7 séances en 10 jours. Bah là, il y a un vrai gain qui va venir justement encore plus bonifier les effets de l'altitude. La chaleur va venir bonifier les effets de l'altitude. Donc en tout cas, c'est ce qui est observé par plusieurs études et du coup, c'est vers quoi nous, on essaye d'aller, en tout cas, sur l'utilisation de la chaleur. Par contre, l'utilisation de la chaleur en propre, justement sans phase d'altitude, en amont, etc., on peut, comme tu dis, c'est l'altitude du pauvre. Euh, Moi, je le recommanderais pas forcément. En gros, je recommanderais plutôt des stages en altitude où on connaît un petit peu mieux les effets, on connaît vraiment mieux le fonctionnement, etc. Euh, c'est clair que si on n'a pas les moyens d'aller en stage en altitude, ça peut être une bonne méthode pour venir stresser encore un peu le corps. C'est une méthode qui est pas forcément. Moi, je trouve que c'est déjà une méthode où il faut être un peu aguerri. Les athlètes, faut avoir des athlètes un peu aguerris, qui ont déjà puisé différents stimulus, des différents stress, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est une méthode qui peut être utilisée, qui a des bénéfices. Mais en comparaison avec l'altitude, je recommanderais quand même plus l'altitude. Hmm. Ouais, et donc là, on fait la différence entre, comme tu as dit avant, les stages en altitude, passer plusieurs semaines, typiquement pour avoir les meilleurs résultats, contrairement à des séances en hypoxie où ça, c'est juste la séance en elle-même qui peut être faite dans un lieu ou dans un état hypoxique. Est-ce que ça reste quand même bénéfique du coup de faire ces entraînements
on va dire sporadiques, comme tu as dit, peut-être 2 fois par semaine, pendant plusieurs semaines, en hypoxie, là, on voit des résultats positifs, mais du coup, c'est pas les mêmes adaptations, hein. On n'est pas au niveau, comme tu l'as dit au début, au niveau des changements dans le sang, on est plutôt au niveau des changements musculaires, mais ça reste bénéfique dans les deux cas. Exactement, exactement. En fait, on va pas chercher les mêmes adaptations. Ouais. C'est vraiment, on utilise l'hypoxie, mais d'ailleurs, on n'utilise pas les mêmes altitudes. Mm. Typiquement, sur des séances RSH, on est plus aux alentours des 3 500 mètres d'altitude, Mhm. alors que sur des stages en altitude, on est plutôt aux alentours des entre 1 800 et 2 500 mètres d'altitude. Mhm. Au-delà, on fatigue trop. En dessous, on n'a pas d'adaptation. Donc, on va se retrouver un petit peu sur ces altitudes-là. Mais on n'a pas du tout les mêmes effets. Et d'ailleurs, c'est pas du tout utilisé dans le même objectif. Et si on s'attend à avoir des effets hématologiques avec des séances de RSH, bah là, on se plante. Et inversement aussi. Si on s'attend à augmenter notre capacité, à augmenter la puissance en faisant des stages d'altitude de 3 semaines, bah là, on se plante aussi. Par contre, là où on peut justement, on peut faire des choses, c'est que encore une fois, nous, on est dans cette dynamique je pense que pour un athlète, typiquement, qui arrive aux alentours de 24, 25 ans, 26 ans, qui a déjà une bonne expérience en altitude, eh ben, en fait, il faut venir stimuler encore un peu plus. Donc, on va venir ajouter justement pendant ces phases d'altitude, des phases d'entraînement en altitude, soit des phases de RSH, soit des phases d'entraînement en Mhm. altitude en basse intensité, à très haute altitude, ou soit on peut ajouter de la chaleur post-stage, etc. Et en fait, finalement, ce qu'il faut voir, c'est dans l'évolution de l'athlète au fur et à mesure de sa carrière, comment je vais venir arriver à stimuler les adaptations sur des choses qu'il n'a jamais fait et en allant chercher encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Mais typiquement, moi, si demain j'ai un athlète de 18 ans qui me dit, bah, moi, je veux faire un stage d'altitude de 3 semaines suivi de 10 jours en chaleur, je vais dire, bah, attends, calmos, fais déjà tes 3 semaines en altitude, après on verra. Après l'année prochaine, bah, on va essayer de optimiser ces 3 semaines-là. Ensuite, on va justement peut-être ajouter de la chaleur. Ensuite, on va peut-être ajouter du RSH. Ensuite, on va peut-être ajouter. Enfin voilà, on peut venir ajouter différents stimulus. Et puis finalement, à l'âge de 30 ans, l'athlète, ben, là, il va faire plein de types d'entraînements différents. Mais ça sera. Ben, on peut dire, bah, c'est fourre-tout, il fait plein de trucs, etc. Mais finalement, pour lui, le stimuler, il faut mettre en place toutes ces choses-là parce qu'il arrive à un stade de développement où simplement une séance PMA, pour lui, ben, c'est un stress mineur, quoi. Ouais, donc on maintient ce principe de progressivité et on Mm. l'applique aux sportifs, encore une fois, selon son âge d'entraînement, selon tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait. Et il y a une citation que j'aime toujours sortir, c'était un gars qui bossait dans le rugby avant, qui s'appelle Kieran Flat, qui disait que quand tu utilises des méthodes d'entraînement avancées pour quelqu'un qui n'en a pas besoin, tu les voles 2 fois. Tu leur voles les progrès linéaires qu'ils pourraient faire avec des méthodes simples et tu leur voles les bénéfices qu'ils pourraient avoir plus tard avec ces méthodes avancées en fait. Et donc ça sert à rien de faire des trucs super fancy en fait quand t'as pas lieu de les faire. Fais les trucs de base, fais les fondamentaux, fais-les bien, fais-les régulièrement. Et une fois que ça marche plus, tu passes au niveau du dessus et tu commences à faire des choses un petit peu plus avancées quoi. Ouais, ouais, totalement. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. La progressivité, elle est. Souvent, on y pense. Quand on pense progressivité, on pense un peu à court terme. C'est-à-dire, on se dit, Hmm. bah, je vais reprendre l'entraînement, il faut que je fasse progressif, il faut que j'ajoute du coup une séance par semaine, par-ci, par-là, etc. Mais on ne la pense pas forcément au niveau des années. Parce que, bah, forcément, même un athlète hein, lui-même, hein, il pense pas. Il se dit pas, bah, en fait, rares sont les athlètes qui se disent, bah, en fait, dans 8 ans, je vais faire les Jeux, donc. Je pense que l'altitude, je vais garder un petit peu de côté, j'y mettrai en place que dans 3 ans, etc. Ça, franchement, il y a très très peu d'athlètes qui sont capables d'avoir ce recul-là. Mhm. Mais ça, justement, c'est le rôle de l'entraîneur d'arriver à justement mettre en place cette progressivité, savoir quoi rajouter chaque année, etc. Et puis ben, comme on disait tout à l'heure, hein, tout en faisant un peu des compromis aussi. C'est-à-dire que quand je vais mettre ma phase d'altitude en place, bah forcément, je vais faire des compromis sur autre chose, mais j'en suis bien conscient. Voilà. Typiquement, les camps d'altitude, les fondeurs, ils en font combien de fois par année là, à l'heure actuelle? Nous, à l'heure actuelle, on est sur deux ou trois d'à peu près entre 2 et 3 semaines. Il y a des premiers camps qui vont être des camps d'altitude, mais pour aller plutôt skier sur le glacier aussi. Mhm. Typiquement, il y a un stage annuel qui se fait régulièrement à Tignes au mois de juin, où là, bah, en fait, le stage en altitude.
c'est un prétexte, mais c'est aussi le fait d'aller skier sur le glacier. Et c'est assez rigolo parce que il y a des athlètes aussi qui disaient non, non, mais c'est pas un stage en altitude, je vais juste skier sur le glacier, je vais skier, je fais pas un stage en altitude. Je dis, mais en fait, c'est pas parce que l'objectif du stage, c'est pas l'altitude en objectif prioritaire et que l'objectif prioritaire, c'est d'aller skier, que Mhm. les effets de l'altitude sont pas présents, quoi. Mhm. C'est comme si demain, j'allais m'entraîner au Portugal et je disais, bah non, mais je vais pas faire de l'entraînement chaleur, hein, mais et bah, c'est pas pour ça que t'as pas besoin de plus boire en entraînement, etc. En fait, le stress, il est quand même présent, quoi. Mhm. Et du coup, ben, à la base, j'ai eu ce genre de remarques. Après, du coup, ben, on s'est mis à monitorer ces stages-là, etc., à faire les mêmes recommandations. Mon prédécesseur aussi le faisait, les mêmes recommandations sur ces stages-là en altitude à Tignes que sur des stages classiques. Voilà. Et puis, voilà, ils font entre deux ou trois stages en altitude par an. Parfois, il y a aussi des rappels. Parfois, on privilégie plutôt l'altitude naturelle, euh, nous parce que aussi il y a des effets sur l'adaptation, sur l'acclimatation qui sont un petit peu plus importants. Mais on a aussi la capacité ici au Centre national d'entraînement, donc au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, de faire aussi de l'entraînement hypoxie et de la nuit en hypoxie en chambre. Donc on a des chambres hypoxie. Et donc on a souvent aussi des stages qui peuvent être effectués ici. On a aussi une combinaison de stages, moi que j'aime bien maintenant, que j'aime de plus en plus et que je recommande de plus en plus, c'est de faire 10 jours en altitude réelle et 10 jours en chambre, ou l'inversement. Mais le 10 jours en altitude réelle et 10 jours en chambre permet en fait finalement à l'athlète bah, déjà de changer de lieu de stage, parce que 3 semaines c'est long au même Mhm. endroit. Et puis finalement, ben, quand on fait le format 3 semaines en altitude, 10 jours en altitude réelle, 10 jours en chambre, on a aussi cette particularité de pouvoir augmenter le stress hypoxique au bout des 10 jours. C'est-à-dire, ils vont passer 10 jours à 1800 mètres ou 10 jours à 2000 mètres. Ben, quand ils viennent en chambre, soit on les conserve à l'altitude à laquelle ils étaient avant, soit on peut venir augmenter un petit peu ce stress-là en fonction de comment ils réagissent, etc. Et là, on peut individualiser la dose hypoxique en fonction des athlètes. Et c'est ce qui va être intéressant aussi dans les chambres. Et donc, bah, ces stages-là, on peut arriver à qu'ils soient hyper bénéfiques, à la fois pour l'athlète parce qu'il fait 2 lieux de stage, etc. Et puis parce que ben, finalement, la dose hypoxique pendant le stage est idéale. On revient à la progressivité et là sur la fourchette des 3 semaines que vous allez avoir et la capacité de moduler justement selon ce que tu vois, selon la personne. Et tu me corriges, hein, mais dans la deuxième partie, quand ils font l'hypoxie en chambre, du coup, ils font leurs entraînements en normoxie, c'est ça? Vu qu'ils ne sont pas en altitude à ce moment-là, ce qui leur permet aussi de peut-être retrouver des performances un petit peu plus importantes que ce qu'ils faisaient en altitude avant. Ouais, exactement. C'est exactement ça aussi. C'est le gros intérêt de faire du living high training low, donc Mm, c'est-à-dire vivre en haut et s'entraîner en bas, contrairement à du living high training high qu'on peut faire typiquement quand ils vont à Tignes. Ils font du living high training high, c'est-à-dire qu'ils vivent en haut et ils s'entraînent en haut, alors que quand ils sont après Manon ici, on est à 1000 mètres, c'est pas considéré comme d'altitude. Euh, Ils vont faire donc du living high training low et ils vont s'entraîner en bas. L'effet positif aussi de ça, c'est qu'ils vont, comme tu le dis, en fait, finalement, s'entraîner à des vitesses spécifiques qui sont les mêmes que tout le long de l'année. mm, Nous, contrairement à ce qu'on peut penser, dans le ski de fond et dans le biathlon, les compétitions, elles sont rarement en fait au-dessus de 1200 mètres. On a deux compétitions dans l'année au-dessus de 1500 mètres, mais sinon, la plupart, d'ailleurs, toutes les compétitions qui se font en Scandinavie, en Norvège, en Suède, etc., mm. ça dépasse pas les 600 ou 500 mètres d'altitude. Donc finalement, il faut s'entraîner aussi pour être performant à basse altitude. Et donc, ben, de s'entraîner à basse altitude, c'est plus positif pour ça. Par un phénomène en fait très simple, c'est que quand on va être en altitude, on va être moins performant, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, bah, finalement, ça va nous brider. Et ça va nous brider sur nos vitesses de ski, etc. Si je prends l'exemple en course à pied, parce que ça va parler un peu plus à tout le monde, typiquement, je vais faire ma séance PMA en altitude à Saint-Moritz ou à Font-Romeu. Ben, je vais être bridé comparé à si je la fais à Lausanne ou à Paris ou autre endroit. Et je vais finalement devoir ralentir. Enfin, je vais la faire moins rapidement. Et donc, Mm. plutôt que de la faire à 20 km/h, comme j'ai l'habitude de la faire, je vais la faire à 19 ou à 18 km/h.
Et donc finalement, les adaptations spécifiques de running economy, des aspects aussi nerveux, etc., que je vais retrouver sur des vitesses élevées, ben, je risque de les perdre en altitude. En tout cas, ça, c'est la, la vision théorique. Et donc, finalement, c'est bien de pouvoir aussi mixer les deux, c'est-à-dire de faire à la fois du living high training high, où je vais avoir un stress hypoxique, une dose hypoxique qui va être plus importante, mais je vais aussi pouvoir faire du living high training low, où là, je vais mettre plus le bénéfice sur les séances que je vais faire hors altitude, et je vais quand même avoir un stress hypoxique, qui est souvent moins haut, parce que ben, forcément, il n'est pas continu tout le long de la journée. Mhm. Ouais, ce que tu dis là, ça refait ressortir pour moi un élément super important, c'est l'entraînement et le développement des qualités athlétiques ou physiologiques générales et après la spécificité des demandes du sport. Et il faut pas se perdre dans l'un ni dans l'autre. Il faut Mhm. savoir les bénéfices des deux et après il faut savoir équilibrer les deux. Parce que comme tu as dit, si ouais mais je vais avoir plus de globules rouges et je vais avoir plus de transport d'oxygène, ouais mais bon, si tu as couru beaucoup plus lentement que concrètement ce que tu dois faire dans la course, ben, tu ne seras pas prêt pour courir vite dans la course. Donc il ne faut pas perdre ni l'un ni l'autre en fait des yeux. Il faut savoir trouver le bon équilibre entre les deux, ce qui est super important. Tu parlais de la différence, outre le fait que tu y es pas toute la journée, c'est quoi concrètement les différences qu'il y a entre l'altitude naturelle et l'altitude en chambre? Euh, Il y a une idée qui me vient en tête avant de répondre à Mhm. ta question aussi. Je viendrai justement sur cette question-là parce que c'est hyper intéressant. Euh, il y a une idée aussi, c'est de toujours savoir l'objectif, pourquoi on fait ça en fait. Et l'altitude, c'est typiquement ça. Des fois, il y a des athlètes ou des coachs qui me font, bah, là, on va faire un stage en altitude. Et je leur dis, bah, pourquoi? Ils me font, bah, on va faire de l'altitude. Enfin, et en fait, ben, je pense qu'il faut vraiment être conscient de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs, pour finalement mettre en place la chose la plus pertinente pour eux, quoi. Typiquement, ils vont dire bah, parce que voilà, on veut optimiser la performance sur telle compétition. Bah, ok, bah, il faut peut-être du coup choisir tel lieu d'altitude ou tel lieu d'altitude. Il faut peut-être mieux aller en altitude réelle ou en altitude simulée. Il faut peut-être mieux être proche de la compétition, être éloigné de la compétition, être à très haute altitude, être à moyenne altitude. Enfin, tout ça, en fait, c'est des paramètres sur lesquels moi, je passe longtemps à discuter avec les coachs, justement, en disant, bah voilà, ok, c'est quoi l'objectif? Bah, du coup, disons qu'on choisit pas un lieu de stage parce que l'hôtel il est sympa quoi. Il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, etc. Où justement on peut dire bah là on peut individualiser l'altitude, du coup on va là, du coup on va là, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc là on va là, etc. Donc ces aspects objectifs ils sont vraiment hyper importants. Après du coup pour répondre à ta question sur la différence entre de l'altitude bah, en fait normobarique et de l'altitude hypobarique, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on va faire de l'altitude en altitude réelle, on va avoir de la baisse de pression atmosphérique qui va créer cette baisse d'oxygène, en gros. Donc, on va avoir une baisse de la pression en oxygène. Par contre, quand on va en altitude donc normobarique, qu'on appelle ça, donc en altitude simulée, ce qu'on va créer dans les chambres, nous, on va pas en fait diminuer la pression, on va pas diminuer la pression, on va diminuer le pourcentage d'oxygène dans l'air. Aujourd'hui, il y a 20,93% d'oxygène dans l'air. Donc en gros, on va venir diminuer ce pourcentage-là. On va du coup diminuer à 15%, à 10%, etc. Ce qui n'est pas le cas en altitude hypobarique, finalement, où là, bah, quand on monte en altitude, on va avoir toujours ces 20,93% d'oxygène partout où c'est qu'on aille, en haut du Mont Blanc, en haut de l'Everest, etc. On va avoir ces 20,93% d'oxygène. Alors que quand on va aller en chambre hypoxie, là, souvent, la méthode qui est utilisée, soit par ajout d'azote, soit par filtration d'oxygène, on va diminuer ce pourcentage d'O2. C'est important de comprendre le mécanisme. Et après, sur les adaptations que ça va créer, on va d'abord avoir, par comparaison, on va dire théorique, une altitude simulée qui va souvent être un petit peu plus basse que l'altitude réelle, de l'ordre de 10%. Mhm. Quand on va vouloir simuler typiquement une altitude de 2000 mètres, on va devoir mettre 10% plus haut, donc 2200 mètres. C'est une altitude simulée, Mhm. en tout cas. Nous, c'est à SAT équivalente, saturation la nocturne équivalente, c'est à peu près les moyennes qu'on retrouve, dans l'ordre de 10%.
Donc ça, c'est important à savoir aussi parce que du coup, les athlètes, quand ils reviennent en altitude simulée, etc., ben, on va devoir se faire ce petit calcul-là. La deuxième chose, c'est que si on veut viser une acclimatation en altitude, la plupart du temps, elle se fait plus rapidement en altitude réelle. Donc, elle se fait plus rapidement et avec des meilleurs bénéfices. Donc, si on a une compétition en altitude, on va conseiller à l'athlète d'aller en altitude réelle et pas d'aller en altitude simulée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que du coup, la dose hypoxique, souvent en altitude réelle, elle va être un petit peu plus importante. Parce que, ben, en fait, on passe moins de temps en altitude simulée, on passe moins de temps dans la chambre. Hmm. Nous, ce qu'on recommande, c'est de passer entre 12 et 14 heures par jour, ce qui peut paraître beaucoup et à la fois pas beaucoup. Finalement, ça fait 8 heures dehors. Si on compte, typiquement, les athlètes, ils rentrent à 20 heures dans leur chambre après le repas. Et en fait, de 20 heures à 9 heures du matin, parce qu'ils prennent leur petit-déj dans leur chambre, bah, ça fait 11 heures, ça fait déjà 13 heures. Donc déjà, les athlètes, ils ont passé 13 heures juste dans la nuit. Il suffit qu'ils fassent la sieste en altitude pour que les 14 heures elles soient largement faites. Donc finalement, ça va vite. Hmm. Hein, c'est 12 à 14 heures par jour, ça va assez vite. Mais en fait, cette dose hypoxique totale, qui est souvent monitorée par différentes choses, soit le nombre d'heures passées en altitude, soit aussi on utilise une métrique qui est le kilomètre-heure, c'est-à-dire le nombre d'heures multiplié par l'altitude de cette heure-là. On peut aussi comparer Hmm. ces doses-là, va être moins importante en altitude simulée qu'en altitude réelle. Et donc, bah, soit pour compenser, je mets des altitudes simulées qui sont plus importantes. Donc, je peux mettre l'athlète à 2500 mètres plutôt qu'à 2000 mètres s'il fait un stage à 2000 mètres d'habitude, pour compenser un petit peu cette dose hypoxique-là. Mais c'est pas si simple parce que ben, on va créer plus de fatigue aussi de la nuit, etc. On va endommager aussi plus le sommeil, etc. Donc, l'équilibre est pas si simple. Hmm. Donc, on a des différences entre l'hypoxie, entre l'hypoxie on va dire, en normobarique et en hypobarique, en altitude réelle ou en altitude simulée. Parfois, ça va être mieux de choisir l'altitude simulée, parfois, ça va être mieux de choisir l'altitude réelle. Ça dépend encore de nos objectifs. Et finalement, je pense que les deux peuvent être efficaces et nous, en tout cas, on utilise vraiment les deux de manière complémentaire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Jonas, donc à l'heure actuelle, tu es responsable de l'accompagnement scientifique à la performance au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne à Prémanon, dans le Jura français, pour les équipes de France de ski nordique. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé là? Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc, moi, j'ai commencé donc un parcours universitaire assez classique à Grenoble, des études STAPS avec une licence, un master. Pendant mes études, en fait, j'ai eu la chance de travailler avec la Fédé de course d'orientation, où j'étais préparateur physique dès ma L2. Ils m'ont pris en stage en licence 2 et donc j'ai été préparateur physique. Je viens du milieu de l'athlé à la base. Je viens pas du milieu de la course d'orientation, je viens du milieu de l'athlé. Et puis, du coup, c'était bien d'avoir un préparateur physique aussi qui puisse faire un peu des gammes athlétiques, des choses comme ça. Donc, j'ai amené cette culture un peu athlée à la course d'orientation. Et je suis resté 5 ans avec la Fédé de course d'orientation en Hmm. tant que prep physique au début. Et puis après, on était vraiment un duo d'entraîneurs avec Olivier Coupa, que je salue, qui est une personne vraiment formidable sur ces aspects, justement, essayer de mettre des nouvelles choses en place, etc. On a appris beaucoup de choses. Et à la suite de ça, bah, moi j'ai fait aussi une expérience qui a un peu changé ma vie aussi au Canada, à l'université de Calgary, qui n'a pas duré très très longtemps, un peu moins d'un an, et qui a vraiment qui m'a ouvert l'esprit sur les sciences du sport. Donc, qui était dans un laboratoire où on travaillait beaucoup avec le patinage de vitesse, par exemple chinois. On travaillait Hmm. aussi avec les athlètes là-bas de cyclisme, de ski, etc. On faisait des tests, on mettait beaucoup d'études. Il y avait une dynamique de recherche qui était hyper intéressante et donc qui a vraiment changé. Quand je suis revenu en France, bah, du coup, j'ai voulu recréer cette dynamique-là, mais plutôt dans le privé, en créant une boîte qui s'appelait Sport Testing, qui était dédiée à l'évaluation de la performance sportive, où on était un laboratoire itinérant, justement, on effectuait des tests, etc., comme toi, tu peux le faire. Sur l'évaluation de la performance sportive, à la fois sur de la tête amateur et de la tête de haut niveau et de la tête professionnelle. Hmm. Donc, on avait monté ça avec Mélissa, qui avait eu la même expérience aux États-Unis et qui était revenue en France, justement, un peu à la même période. Et on avait dit, bah, vas-y, go, let's go, lancer cette structure. Donc, qui a fonctionné pendant 3 ans. Et aussi, on était associé aussi à Damien Padilla, qui était un préparateur physique sur Grenoble, qui est un préparateur physique sur Grenoble.
Et en fait, à la suite de ça, moi, j'ai eu l'opportunité d'être embauché justement au centre avec la Fédération française de ski, donc une opportunité de malade que je pouvais pas refuser. Donc, j'ai été recruté ici. Et puis, on a déposé le bilan de sport testing, je pense que 6 mois ou 8 mois après que j'ai été embauché ici. Ça a été une super aventure. D'ailleurs, Mélissa maintenant fait une thèse en Australie avec Zurich, donc hyper bonne expérience aussi, hyper bien rebondi. Mhm. Donc, malgré le fait qu'on ait craché la boîte, finalement hyper bonne expérience. Moi, j'ai bien rebondi ici au centre et puis du coup pour la Fédé. Et donc actuellement, je suis à la fois donc comme tu l'as dit, référent scientifique du centre. Donc à la fois sur la partie de gestion de l'hypoxie, on a beaucoup d'athlètes aussi de sport extérieur, pas que du nordique qui viennent, des cyclistes, des triathlètes, des coureurs à pied, etc., qui viennent aussi en hypoxie ici. Donc ça, on en a vraiment régulièrement. Et puis aussi sur toutes les dynamiques de gestion de l'altitude au niveau français, c'est-à-dire qu'on est aussi membre du comité de pilotage du groupe ASTRE, qui est un groupe en fait qui est un groupe de discussion à la base entre les entraîneurs et les scientifiques utilisateurs de l'hypoxie. À la base, c'était vraiment de l'hypoxie et de l'altitude. Et maintenant, ça s'étend un petit peu sur l'utilisation de la chaleur aussi. Maintenant, c'est vraiment stress environnemental de manière globale. Mhm. Et donc, c'est un groupe de discussion justement pour échanger des bonnes pratiques, euh, échange de bonnes pratiques, organisation de séminaires, organisation de symposiums, organisation de formations aussi sur l'altitude, etc. Et donc, il y a un groupe qui est très actif sur ces dynamiques-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça qu'on utilise beaucoup l'entraînement en altitude et en chaleur en France. C'est parce qu'il y a cette dynamique aussi avec ce groupe AST qui est très présent. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont été formés, etc. Et donc, je suis aussi très actif donc, dans l'animation de ce réseau-là. Et puis, un élément très important qui a un an maintenant, un an et demi, j'ai commencé du coup ma thèse avec Grégoire Millet et Franck Brochery à l'Université de Lausanne sur les thématiques d'optimisation de la performance en ski nordique en utilisant l'altitude. Et donc, l'altitude fait vraiment partie des éléments de recherche auxquels je suis actuellement. Et puis, du coup, comme tu le disais, ma mission principale, ça reste l'optimisation de la performance des équipes de France de ski nordique, donc ski de fond, biathlon combiné. Et donc là-dessus, c'est vraiment des missions d'ASP assez classiques, d'accompagnement scientifique ça soit sur le monitoring des données, l'accompagnement en altitude, le testing avec tous les tests VO2, les tests lactate, etc. Les séances spécifiques comme les séances de RSH, les séances chaleur. Et puis tout ce qui va être analyse de données, analyse des données de compétition, analyse de données des athlètes, analyse de la concurrence, etc. Où j'essaye d'apporter en fait ma petite pierre à l'édifice pour essayer que les entraîneurs, justement, puissent prendre des décisions un peu plus éclairées, etc. dans l'entraînement quand ils ont donc plus de données à leur disponibilité. Donc voilà, maintenant ça fait 3 ans et demi que je suis ici et je me plais super bien dans mon Jura natal. Mhm. On est pas loin, moi je suis juste en bas de la montagne, toi tu es juste en haut. Euh, pour rebondir avec toutes ces casquettes, c'est laquelle que tu portes le plus et le plus souvent, tu dirais? C'est quoi les activités que tu vas être amené à faire le plus dans ton quotidien au cours de l'année? La casquette que je porte le plus, c'est l'accompagnement des équipes de France de ski nordique. Ça, Hmm. c'est clair et net. Je dirais partagé sur le fond et le biathlon. Le combiné un petit peu, mais beaucoup plus partagé sur le fond et le biathlon aujourd'hui. Ça, c'est vraiment mes missions principales. Je les accompagne aussi parfois en stage, parfois aussi même en compétition, etc. Où là, je vais vraiment être au contact des entraîneurs quasiment chaque semaine, etc. pour essayer d'apporter de la connaissance de l'athlète en plus, comme on le disait, par le testing, par le monitoring, etc. D'apporter aussi cette sérénité parfois qu'ils ont besoin dans l'entraînement avec du coup, le monitoring en altitude, le monitoring de la fatigue, l'accompagnement sur certains points clés, comme certaines séances, etc. Et donc, encore plus cette année où c'est une année olympique, où finalement les projets scientifiques à proprement parler ou les projets de recherche sont un peu plus mis entre parenthèses parce que, comme on le disait tout à l'heure, on va être moins sur une année prise de risque, on va être plus sur une année où on va faire ce qu'on sait faire. Et donc là-dessus, on va mettre l'accent typiquement sur deux choses. Ça va être le monitoring,
vraiment. Le monitoring, que ce soit en altitude, que ce soit ailleurs, etc. Et le contrôle des allures d'entraînement. C'est vraiment les deux priorités en fait de l'année, de mon année, moi cette année-là. Ça va être vraiment mes deux priorités pour mettre l'accent en fait. Ça va pas forcément être de développer de nouvelles méthodes, etc. Ça va vraiment être d'accompagner les entraîneurs sur le contrôle des allures d'entraînement et sur le monitoring de la fatigue des athlètes, etc. au jour le jour. Donc ça va être mes objectifs de cette année avec les équipes de France. T'en as parlé juste avant, testing et monitoring. Tu peux nous expliquer la différence entre les deux et quand est-ce qu'on va utiliser l'un ou utiliser l'autre? Eh ben, c'est hyper intéressant, je pense, la différence entre les deux. La différence, elle est fine, typiquement. Et le testing, moi, je le positionne vraiment plus quand on va être sur des tests un peu plus profonds qui vont prendre un peu plus de temps, etc. Mais finalement, quand on répète du testing, on est sur du monitoring aussi. Euh, Finalement, un test HRV, comme on va dire, un test HRV qu'on répète tous les 3 jours ou tous les 2 jours, on est sur un test, mais qu'on va répéter. Et donc, à partir de ce moment-là, on rentre sur du monitoring. Mais à la fois, le testing, moi, j'entends pas testing sans monitoring. C'est-à-dire que j'entends pas testing sans retest. Et donc, finalement, on va rentrer aussi dans un peu de monitoring quand on va faire des tests. Mais finalement, quand on va être sur des tests VO2 max, où on va faire une ou deux fois par an, là, on va plus être sur du testing. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est quand on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, le gros avantage du monitoring, c'est que on va pas dénaturer l'entraînement. C'est-à-dire qu'une séance test, bon, c'est une séance test qui est programmée pour, et on va faire du test. Le monitoring, c'est une séance finalement qui n'est pas forcément programmée pour du test à la base, et qu'on va venir monitorer parce qu'on peut en tirer des données intéressantes. Et nous, on fait de plus en plus ça, c'est-à-dire on a un tapis ici de ski roue qui nous permet de faire des entraînements de ski roue sur le tapis, et on vient monitorer certaines séances d'entraînement qu'on connaît très bien, des séances de seuil, etc., où finalement le monitoring de ces séances-là nous permettent de visualiser la progression des athlètes, comme si on faisait un test VO2 toutes les 3 semaines. Et donc ça nous apporte des informations qui sont hyper importantes, tout en réalisant des séances que l'athlète aurait réalisées en fait, même sans monitoring. Et donc là, on est entre les deux, entre le monitoring et le testing, et l'entraînement en fait. On est vraiment à la croisée des trois chemins. Et c'est pour ça que je trouve ces séances monitorées qui sont hyper intéressantes parce que on peut voir plein de choses là-dessus, on peut ajouter plein de choses là-dessus et on peut voir vraiment la progression des athlètes entre ces séances de testing et de monitoring. Et après, la dernière chose que j'ai à dire un petit peu sur le testing et le monitoring, nous, on va faire le testing souvent. Ce qu'il faut se poser la question, c'est pourquoi on le fait. Pour moi, il y a trois raisons de faire du testing actuellement. Il y a trois raisons et il faut au moins que quand on fait du test, ça réponde à une des trois raisons ou peut-être les trois. La première des trois raisons, c'est en fait d'individualiser l'entraînement de l'athlète, c'est-à-dire que d'arriver en fait à avoir une cartographie de l'athlète à un instant T et de pouvoir dire ok, ses points forts c'est ça, ses points faibles c'est ça, ses points à faire améliorer c'est ça, etc. Donc c'est d'avoir à un instant T la photographie de l'athlète et de s'en servir pour pouvoir planifier de l'entraînement, c'est-à-dire choisir des méthodes d'entraînement. Typiquement, je sais pas moi, son point fort c'est le seuil, je vais faire du seuil ou je vais pas en faire justement parce que c'est son point fort. Enfin, peu importe, mais en tout cas je vais faire ça parce que j'ai fait ce test avant. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, ça va être de monitorer des zones d'entraînement. Donc c'est-à-dire d'arriver à vraiment caractériser les deux seuils et du coup de définir sa zone d'endurance, sa zone de seuil, sa zone de PMA, etc. Pour pouvoir prescrire de l'entraînement précis. Donc ça, c'est la deuxième raison, prescrire de l'entraînement précis. Et la troisième raison, c'est de collecter des données pour soit avoir une analyse globale de comparaison entre athlètes, soit de comparer finalement un test qu'il a fait au mois de juin avec un test qu'il a fait au mois de septembre, ou un test qu'il a fait en 2010 et un test qu'il a fait en 2025, et pour pouvoir voir un petit peu la en fait, l'évolution de l'athlète ou l'évolution des données globales. Et donc l'analyse de données, la collecte de données. Et à chaque fois qu'on va faire un test, ça va répondre à de ces trois critères. Parfois, c'est juste le dernier, hein. Parfois, c'est vraiment juste collecter des données pour avoir des données en fait tout au long de la vie de l'athlète et pour pouvoir comparer après des athlètes qui vont arriver dans le cursus où ils en sont par rapport aux athlètes avant, etc.
Parfois, ça va être juste prescrire de l'intensité. Typiquement, quand on va faire un test en muscu de force max, bah là, ça va être juste de prescrire bah, de l'entraînement parce qu'on va savoir que 90% de sa force max, bah, du coup, on va prescrire 90% et donc on va prescrire telle charge. Et parfois, ça va être juste de savoir ses points forts et ses points faibles. Quand on va faire un profil force-vitesse, typiquement, peut-être, bah, on va savoir si on veut faire de la force ou de la vitesse. Et donc, bah, là, ça nous sert juste à ça. Et finalement, on va pas s'en servir pour autre chose que ça. Mais en tout cas, ça doit répondre à au moins un des trois critères. Et ça, on y fait bien attention. Et aussi, c'est hyper important de le justifier auprès de l'athlète pour que lui, il sache même pourquoi il fait un test, en fait. Ouais, et ce dernier point, je pense qu'il est super intéressant, même dans des sports où typiquement on n'utiliserait pas certains tests physio avec lesquels toi tu es très familier et que vous appliquez tout au long de l'année depuis très très longtemps maintenant. Par exemple, un test lactate. Je pense notamment à une intervention que j'ai pu faire récemment dans un club de foot avec mon collègue Baptiste. Baptiste, si tu nous écoutes, je te salue, qui est en train de mettre en place justement les tests lactates dans son petit projet de recherche et développement au stade de Reims pour justement avoir une base de départ et pouvoir dire, OK, au niveau conditions physiques générales en course à pied, lui il est là, où est le groupe comment est-ce qu'on peut, alors déjà individualiser un petit peu avec les résultats, mais surtout se dire, OK, on va établir des barèmes par rapport au groupe et on va pouvoir dire, ben maintenant tout le monde peut passer ce test et comme tu as dit, quand les jeunes joueurs arrivent ou quand les nouvelles recrues arrivent, on peut les tester et on sait par rapport au groupe où ils se trouvent. Est-ce que leur condition physique est en dessous de la moyenne, est dans la moyenne et au-dessus de la moyenne? Et par rapport à ça, on peut prendre des décisions informées sur la suite des opérations. Donc, c'est pas restreint au sport d'endurance, c'est pas restreint. C'est clair. C'est super intéressant de voir que ça peut vraiment s'appliquer dans tous les sports et dans plein de contextes différents. Mm. Et puis en fait, ça permet aussi de comprendre son sport. C'est-à-dire que nous, tu vois, avec des altitudes, hein, des statistiques un peu longitudinales, on s'aperçoit que en ski de fond, pour être en groupe Coupe du Monde, c'est-à-dire que nous, en fait, on a un fonctionnement où on a un groupe, en fait, donc on a un groupe junior. Ensuite, on a un groupe B et on a un groupe A. Le groupe A, c'est le groupe Coupe du Monde. Le groupe B, c'est un groupe, on va dire, qui est composé à la fois d'athlètes relève U23 et à la fois d'athlètes qui ont juste un niveau un petit peu inférieur de la Coupe du Monde et donc peuvent y accéder en fonction des résultats de l'hiver. Et en fait, la différence entre ces deux groupes, typiquement entre le groupe B et le groupe A, c'est que le groupe A, en moyenne, ils ont une VO2 max qui est plus haute que le groupe B et que le groupe junior. Par contre, à l'intérieur de ce groupe A, donc le groupe Coupe du Monde, si on classe les athlètes avec leur rang mondial de performance, bah, en fait, on ne retrouve plus du tout le classement des VO2 max. Et on se rend compte que la vitesse au deuxième seuil et le pourcentage de VO2 max au deuxième seuil, là, devient plus important que la VO2 max elle-même. Donc, c'est-à-dire que pour rentrer en groupe Coupe du Monde, il faut avoir une VO2 max qui est élevée, parce que sinon, on stagne au groupe B. Et par contre, pour faire la différence au sein de ce groupe A, bah, c'est plus la VO2 max qui est importante. Par contre, c'est le pourcentage du seuil c'est le pourcentage du deuxième seuil à la VO2 max, ou c'est la vitesse au deuxième seuil des athlètes. Et donc, ben, ça nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux le sport, etc., d'arriver à entraîner un petit peu mieux les athlètes. etc. Donc, c'est aussi important le testing afin de mieux comprendre finalement comment fonctionne notre sport et comment fonctionne la performance dans notre sport. C'est super intéressant ce que tu dis là parce que ça confirme exactement l'idée que la VO2 max, avoir une grande VO2 max est un prérequis pour performer en endurance, mais n'est pas le seul facteur discriminant pour être le meilleur. Parce que sinon, forcément, ben, on n'irait pas faire la course, on se mettrait tous au labo et qui a la plus grande VO2 max gagne. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et comme tu l'as dit, quand on parle de sports qui ont notamment des temps de soutien qui commencent à devenir importants, eh ben, la VO2 max pure n'est plus le facteur premier, comme on pourrait retrouver peut-être un petit peu plus en rameur, en aviron, en rameur indoor, où on a des efforts de 6 minutes, où là, forcément, la VO2 max va avoir un impact considérable sur la performance, mais vu qu'on est sur des efforts, je veux dire, bien plus longs sur la majorité des épreuves en ski de fond, bah, comme tu l'as dit, seuil 2, pourcentage de fraction d'utilisation de la VO2 max, au seuil 2, ça devient des facteurs qui permettent de pointer vers la performance. Est-ce qu'il y a d'autres
d'autres paramètres physiologiques que vous quantifiez qui semblent être bien corrélés aux performances justement dans ces disciplines? Il y a, je dirais, deux autres paramètres qui sont liés à la performance. Il y a la cinétique de VO2. Donc, on mesure la cinétique de VO2, donc la vitesse de cinétique de VO2. Pour faire Ok. assez simple, en gros, pour l'expliquer un petit peu, la méthode de mesure, c'est simplement de se dire que on passe d'un état, on va dire, où l'athlète est soit au repos, nous, on le fait au repos. Donc, c'est-à-dire que l'athlète est à 3 minutes au repos, 3 4 minutes au repos, on mesure la VO2 pendant ce temps. Et après, on le met à un exercice de basse intensité qui correspond à 60% à peu près de sa VO2 max. Et donc, on le met pendant 5 minutes, pareil, à cet exercice-là. Et en fait, la VO2, bah, c'est pas quelque chose qui est instantané. C'est-à-dire que on va pas d'un coup, que l'intensité de l'exercice, elle augmente, bah, se mettre à consommer plus d'oxygène, etc. Il y a un temps de latence. Et en fait, ce temps de latence-là, plus il est court, nous, on a remarqué, plus l'athlète va être performant dans notre sport, en tout cas, parce qu'on a un sport finalement qui est assez intermittent. Et donc, ce temps en fait, ce qu'on appelle Tao dans un terme scientifique, temps de montée donc à VO2, il va être ultra important et il va être assez discriminant dans nos sports. Et celui-là va être corrélé par contre à la VO2 max. Plus on va avoir une VO2 max assez élevée, plus on est censé avoir un Tao qui est court. Et donc ça, c'est un des premiers des paramètres aussi qui est assez important dans notre sport. Et le deuxième, je dirais, euh, c'est aussi la skiing economy, c'est-à-dire la capacité finalement à skier en consommant le moins d'oxygène, comme on peut avoir en course à pied la running economy, Hmm. parce qu'on a un petit peu moins en vélo la cycling economy, mais qu'on a quand même. C'est-à-dire, bah, en fait, c'est avoir cette capacité à skier à la même allure que quelqu'un, mais en utilisant moins d'oxygène que cette personne-là. Voilà. Hmm. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des athlètes qui arrivent à être très performants en ayant des VO2 max bah, plus faibles finalement. Parce que moi, j'ai des athlètes qui skient à des intensités plus hautes que certains autres avec des VO2 vraiment plus basses, quoi. Et donc, ont une économie vraiment meilleure, quoi. On peut la comparer vraiment à une voiture ou une voiture qui consommerait moins d'essence pour aller à la même vitesse qu'une autre. Bah, elle est plus économique. Sauf que l'essence, c'est facile à remettre dans, dans le réservoir et dans le corps humain, c'est un petit peu plus compliqué. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres que vous avez trouvés que, en gros, le temps et les kilomètres qui peuvent permettre d'améliorer l'économie en ski notamment? Euh, Franchement, c'est difficile. C'est un paramètre qui est difficile. Souvent, on s'attache aussi aux paramètres techniques, etc. Parfois, on fait des paris aussi avec les entraîneurs. On se dit, bah, en fait, c'est des paris parce qu'en fait, on a déjà fait ça. On a déjà mesuré l'économie en utilisant telle ou telle technique Hmm. ou alors en disant, bah là, on l'a fait même en ski alpinisme où bah, on utilisait tel type de pas ou tel type de montée en bâton, poussée simultanée, poussée alternée, etc. Du coup, mesurant laquelle méthode était la plus économique à telle vitesse. Mais en fait, la méthode la plus économique, c'est souvent celle que tu utilises. Par contre, si tu te mets à utiliser une autre méthode, peut-être que dans 3 mois, elle va devenir plus économique que ta méthode de base. Mais ça, tu le sais pas en fait le jour où tu Ouais. la testes. Donc c'est un pari en fait. C'est un pari où tu te dis, ben, je vais changer la technique de mon athlète pour peut-être le rendre plus économique ou peut-être pas. Mais ça, je peux pas en fait, je peux pas le deviner immédiatement et Hmm. je vais le savoir dans 2 3 mois quand je vais retester l'athlète avec cette nouvelle technique comparée à l'ancienne. Hmm. Et ça, bah, c'est un peu des paris qu'on peut faire. Donc, parfois, il y a ce changement de technique. Il y a aussi bah, forcément skier à l'intensité demandée. Donc, c'est-à-dire que tu augmentes ta skiing economy si tu skis à l'intensité à laquelle tu l'as testé. Et puis, je dirais le dernier paramètre aussi, c'est d'arriver à avoir un volume à basse intensité qui est vraiment élevé, où là, du coup, ben, tu augmentes ton économie on va dire, à toutes les intensités, mais c'est un paramètre qui est assez difficile, qui est moins palpable et qui est assez difficile à avoir. Typiquement, c'est un paramètre qui est impossible d'avoir à l'œil nu. Souvent, Hmm. je me rappelle, il y avait eu une étude, je sais plus de qui, mais en course à pied, où ils avaient mis 20 entraîneurs élites à regarder des vidéos de personnes qui couraient et ils avaient été amusés à les classer du plus économique au moins économique. Et en fait, ils s'étaient aperçus qu'il n'y avait aucun entraîneur qui était capable de dire ben, quel athlète était le plus économique. Donc, ça n'a aucun relationnel avec
Souvent, on dit, bah, lui, il a La une belle foulée. gestuelle, ouais. Ouais, celui-là, on dit, lui, il a une belle foulée, il est économique. Ben, pas du tout. Donc, voilà, ça dépend de plein de choses. Et donc, finalement, c'est des paramètres qui sont très difficiles à faire évoluer. Pour revenir rapidement sur la cinétique de VO2, le Tao dont tu as parlé avant, est-ce qu'il y a des méthodes d'entraînement qui nous permettent de l'améliorer, de l'accélérer? Et pourquoi aussi, est-ce que, à ton avis, c'est un paramètre de performance? Il y a des méthodes d'entraînement qui permettent de l'optimiser. En fait, qu'en le mesurant, déjà aussi, on s'aperçoit que ça nous permet de faire des intervalles qui sont assez longs pour entraîner ce qu'on veut. Typiquement, si on veut faire un entraînement à VO2 max, mais en fait que le Tao du mec, bah, il met 40 secondes à monter à VO2 max, et que du coup, bah, on répète des 20 secondes d'effort ou des 30-30, en fait, l'athlète, il sera jamais capable de monter, enfin, en tout cas, il va monter plus tardivement à VO2 max que si on faisait des temps peut-être de soutien un petit peu plus longs pour cet athlète-là. Alors qu'un athlète qui a un Tao, une cinétique rapide, bah, on peut faire des intervalles peut-être un peu plus courts. Donc déjà en faisant ça, je pense en faisant aussi vraiment de l'entraînement avec des changements d'allure vraiment importants, comme du fartlek ou même ça peut être du changement d'allure comme du Jiménez avec des changements d'allure Mm. aussi entre zones d'intensité qui sont assez proches. Je pense qu'on vient vraiment optimiser cette cinétique-là. Elle est aussi en relation avec VO2 max, donc en augmentant VO2 max, on peut aussi augmenter la cinétique. Ça, c'est important. Et le deuxième point, pourquoi elle est si importante que ça, en fait, c'est que, en fait, si on imagine un schéma où on a l'intensité qui monte comme ça et qui est comme ça après en ligne droite, on va avoir la cinétique de VO2 où on va avoir finalement, pendant ces 30 secondes-là d'effort, où ma cinétique n'a pas le temps de se stabiliser encore, on va avoir une dette d'énergie. C'est-à-dire que le corps va devoir trouver finalement de l'énergie autre part que dans l'oxygène, euh, parce que le corps met un peu plus de temps à lui apporter. Et donc finalement, on va être sur le système glycolytique, sur aussi beaucoup plus le système phosphocréatine, etc. Et donc on va créer un peu plus de déchets métaboliques et un peu plus de fatigue. Et donc ben, finalement, qui va venir après impacter ce système aérobie, cette fatigue centrale, cette fatigue périphérique qu'on va créer va venir impacter ce système aérobie. Et finalement, même sur des sports où les changements d'allure, comme le marathon, sont très faibles, ben, ça a quand même son importance. Parce que ces petits changements d'allure-là vont quand même créer de la fatigue chez l'athlète. Et au plus l'athlète va avoir une cinétique rapide, au moins ces temps en fait avec des dettes d'oxygène, pas vraiment des dettes d'oxygène, mais avec des petites dettes d'oxygène au niveau musculaire, bah, ils vont être courts. Au moins, on va créer de fatigue centrale et de fatigue périphérique et au plus on va être performant. C'est Mm. assez, finalement assez simple à comprendre. Et donc, c'est un paramètre de la performance qui va être assez important. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Pour toi, quels sont les tests les plus utiles que tu mets en place à l'heure actuelle avec les fondeurs de manière générale? Et parle notamment des tests de VO2 et quel protocole tu utilises et pourquoi, et tests de lactate également, et d'autres s'il y en a qui sont pertinents à ton avis. Ouais. Nous, les tests qu'on va mettre en place, donc c'est les tests VO2. Donc, test VO2, on va faire des tests par palier, donc par palier de 4 minutes. Voilà. En gros, on fait des paliers de 4 minutes, on mesure le lactate. À la fin de chaque palier, on mesure la VO2 pendant tout le long du test. Et à la fin du deuxième seuil, en gros, quand on est sûr de l'avoir, c'est-à-dire quand on a des valeurs de lactadémie aux alentours de 4-5, là, on passe à une rampe continue, c'est-à-dire on n'a plus on n'a plus des steps, mais on a vraiment un exercice continu pour aller chercher le VO2 max. Et donc ce test-là, il est vraiment standardisé chez nous. On l'utilise depuis vraiment beaucoup d'années et, euh, on a des valeurs références depuis maintenant 10 ans sur ce test. Donc c'est assez intéressant de venir comparer avec ces valeurs-là. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est le test lactate, où on utilise un peu le même protocole, mais vraiment juste avec le lactate, où on s'arrête finalement après le deuxième seuil. Parfois, on s'arrête même juste après le premier seuil, juste quand on vient contrôler juste le premier seuil, etc. Ça dépend de l'objectif encore du test. Mm. On utilise beaucoup de lactate au monitoring d'entraînement aussi, nous, parce que on n'a pas de capteur de puissance. L'AFC, ben, on connaît un peu les défauts qu'a l'AFC sur les entraînements au seuil, typiquement, etc.
avec toutes les problématiques de dérive, etc. Donc, le lactate, nous, on l'utilise depuis vraiment beaucoup d'années et les entraîneurs sont tous formés dessus. Ils ont vraiment une culture lactate. Les athlètes même ont leur propre appareil, etc. depuis des années. Donc, il y a vraiment cette culture-là de test lactate. On fait aussi beaucoup de tests de cinétique de récup où on essaye d'optimiser la récupération. Donc, ça, on le fait régulièrement. On le fait régulièrement chez les athlètes. On fait aussi pas mal de tests. On fait pas mal de tests aussi au niveau. On fait des tests un peu, on va dire, VLA max, un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire de capacité glycolytique des athlètes, de Mhm. capacité de production des lactates. Ça, on l'a mis en place depuis maintenant 3 ans, où on fait simplement un test. On s'aperçoit que le profil bouge peu. Donc, il suffit de faire un test limite tous les 3 ans chez l'athlète pour avoir des données qui sont intéressantes pour l'entraînement. Donc là, c'est, comme on disait tout à l'heure, l'objectif de ce test-là, il n'est pas du tout de prescrire une intensité d'entraînement. Il est moins d'avoir aussi une base de données parce que du coup, on a un test tous les 3 ans, donc on peut pas forcément, on compare pas forcément aux autres. Mais là, c'est vraiment plus de dire, bah, ok, l'athlète, il a tel profil, du coup, je vais l'entraîner comme ça. Là, c'est vraiment plus dans cet ordre-là. Et puis après, bah, on a plus les tests de l'ordre du monitoring, où là, on va avoir les tests HRV, les tests de saturation. On va avoir aussi d'autres tests de monitoring, où on va des fois monitorer des séances d'intensité avec le lactate, etc., ou même avec la NIRS, avec le MOXIE. Voilà, ça, c'est plus de l'ordre du monitoring au fil des séances. Mais Mhm. en tout cas, là, on a balayé un peu les tests les plus importants. Et après, on va avoir, moi, ce que j'appelle des petits protocoles de recherche où on va essayer d'optimiser certains paramètres. Où là, bah, du coup, on va avoir des tests un peu plus spécifiques sur tel ou tel paramètre. L'année dernière, c'était typiquement le bicarbonate, l'utilisation du bicarbonate, en gros. Comment on va optimiser le bicarbonate individualiser la prise de bicarbonate. Donc, en fait, on faisait la prise de bicarbonate, on faisait des gaz du sang à la suite de ces tests-là pour avoir des cinétiques de bicarbonate dans le sang et donc pouvoir pour optimiser la, pour optimiser la prise de bicarbonate, en gros. Mhm. Voilà un peu le type de test qu'on peut utiliser, le type de protocole qu'on utilise. Pour les tests de VLA Max, vous utilisez quoi comme protocole? Et tu as parlé de, en gros, orienter ou individualiser les entraînements selon le profil. Est-ce que tu peux me donner deux exemples concrets de sportifs avec leurs valeurs respectives et qu'est-ce que ça veut dire pour leurs entraînements ensuite? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, donc nous, on utilise un test tout simple, un test de 30 secondes, un all-out 30 secondes. On l'utilise en spécifique, c'est-à-dire en ski, Ouais. dans une montée. En gros, on met l'athlète dans une montée, on fait 30 secondes all-out, et après, on mesure les lactates toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Au début, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, et puis après, on arrive à toutes les 5 minutes. Et en fait, du coup, on mesure en fait à la fois la montée du lactate dans le sang et après la diminution du lactate donc dans le sang également. Nous, ce qu'on mesure, c'est du lactate sanguin et pas du lactate musculaire. Et en fait, grâce à ça, une petite formule, on arrive à estimer, je dis bien estimer la lactatémie max musculaire. Donc, Hmm. c'est-à-dire au niveau musculaire, à combien de lactate on est arrivé au maximum. Et puis finalement, cette capacité max musculaire, on la divise par le temps d'effort. On la divise par le temps d'effort, donc les 30 secondes. Nous, on enlève 5 secondes parce qu'on dit qu'il y a 5 secondes qui sont sur la phosphocréatine, etc. Enfin, ça, c'est très, c'est très théorique, etc. Mais finalement, si on les enlevait pas, on pourrait faire la même chose, mais en changeant d'échelle. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et, euh, et donc, après, avec ces valeurs-là, on peut avoir des valeurs donc, avec des valeurs de production de lactatémie qui sont très élevées ou des valeurs de production de lactatémie qui sont très basses. Très basses, on va être vraiment plus sur du coup, des athlètes avec, nous, on estime plutôt des fibres lentes, du coup. On arrive plus en fait à caractériser le type de fibre qu'a l'athlète avec ce type de test-là, plutôt que réellement ses qualités et ses forces. Et donc après, les athlètes avec plus de fibres rapides, ben, on va plus les orienter vers des entraînements de sprint ou des entraînements justement pour essayer d'entretenir ces fibres rapides et pouvoir optimiser le développement de celles-ci ou même du RSH, etc. Et après, les athlètes avec plutôt des fibres lentes, bah là, typiquement, on va éviter le RSH, on va même parfois éviter l'entraînement de vitesse ou de choses comme ça, où là, on va plus l'orienter vers des types d'entraînement encore aérobie pour qu'il soit un peu plus sur ses points forts.
Et parfois, des profils un peu mixtes, ben, on peut justement choisir telle ou telle voie d'entraînement. Et bah, ça, un peu, c'est après des discussions avec l'entraîneur. On le fait surtout sur des athlètes jeunes. Cette année, on va le faire sur les élites aussi, mais on le fait beaucoup sur les athlètes jeunes. Et, on peut justement arriver à voir un petit peu ce qui peut être intéressant pour l'athlète ou pour dans les futures années de son développement. Parce qu'on sait que les adaptations musculaires prennent un peu de temps aussi sur ces adaptations de fibres. Donc là-dessus, c'est plutôt des paris sur l'avenir. C'est pour ça aussi qu'on fait le test tous les 2, 3 ans. Hmm. En tout cas, ces profils-là, l'année dernière, on avait fait, il y a pas l'année dernière, il y a 2 ans, on avait répété le test, je crois, au bout de 3 mois. Et en fait, on s'était aperçu qu'il y avait quasiment pas de changement. Donc, ouais, je pense que c'est difficile à faire bouger. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on est plutôt rentré dans cette dynamique de tester tous les 3 ans, plutôt que de tester tous les ans. De tête, tu saurais dire après combien de temps après les 30 secondes, typiquement, un certain profil atteint le pic de lactate qu'on va retrouver et à quel point ça varie entre justement un profil très endurant et un profil très puissant. Souvent, on est entre 5 et 10 minutes. Franchement, surtout si on fait une récup passive. Nous, on est sur de la récup passive Hmm. là-dessus. Et souvent, on est vraiment entre 5 et 10 minutes. Sur un profil, j'ai pas en tête vraiment de valeur. On peut atteindre, on atteint des valeurs de lactate assez hautes. On peut atteindre simplement en 30 secondes des fois des valeurs de lactate aux alentours de 15, 16, 17. Ça dépend un peu des athlètes. Forcément, chez les athlètes plus endurants, on va avoir des valeurs de lactate qui vont être plus faibles Hmm. sur la valeur max mesurée. La valeur max mesurée, elle va plutôt être entre 5 et 10 minutes. Sur les athlètes un peu plus endurants, on va déborder la valeur de lactate finalement mesurée qui sont assez proches de l'effort, Hmm. sont plus basses. Et chez des athlètes peu endurants, on va avoir des valeurs de lactate qui sont un peu plus hautes, mais un peu plus éloignées de l'effort. Voilà, en tout cas, c'est en tendance ce qu'on arrive à observer. Euh, et c'est des tests qu'on a mis en place maintenant depuis ouais, 2, 3 ans. Et est-ce que tu as vu des corrélations intéressantes entre la cinétique de baisse des lactates et d'autres paramètres physiologiques que tu aurais mesurés chez ces athlètes, si tu as, si tu pu creuser un petit peu ça, je sais pas. Euh, Pas énormément. Il y a une Hmm. année, on avait fait il y a une année, il y a 2 ans, on a fait un truc intéressant. Comme je te dis tout à l'heure, on monitore des séances des seuils sur le tapis. Hmm. Et en fait, du coup, ben, on avait un groupe de 7 athlètes. Et sur les 7 athlètes, ben, ils avaient fait le même entraînement, des entraînements seuil, etc. Et en fait, il y en avait 5 qui avaient progressé sur leur seuil et 2 pas du tout. Mais 2 Hmm. vraiment pas du tout, quoi. Vraiment, leur profil n'avait pas été changé du tout. Et on avait essayé de mettre ça en corrélation avec bah, tout. En fait, moi, j'avais essayé de mettre en corrélation la progression des athlètes avec tous leurs paramètres physiologiques, des tests VO2, des tests VLA max, etc. Et on n'avait bah, pas trouvé grand-chose. Ne serait-ce que finalement, ceux qui étaient les plus performants au seuil, c'était ceux qui avaient le plus progressé. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, tu vois, on pourrait se dire, bah putain, lui, il a déjà une vitesse au seuil qui est déjà hyper élevée, ça sert à rien de lui refaire faire du seuil. Et finalement, c'était eux qui avaient le plus progressé, alors que Hmm. ceux qui avaient une vitesse au seuil un peu plus basse, c'était eux qui avaient le moins progressé. Hmm. Et là-dessus, moi, je m'attendais à trouver un peu des paramètres de corrélation avec les tests de VLA max qu'on faisait. Et finalement, on n'a rien trouvé. Donc, après, il y avait 7 athlètes. Hein, donc, et puis, il n'y en avait que 2 qui n'avaient pas progressé. Donc, ça fait pas beaucoup pour trouver des corrélations. Hmm. Mais peut-être qu'on trouverait des corrélations assez intéressantes. Et en tout cas, sur cette dynamique de récupération, là, on a des corrélations vraiment importantes sur la capacité à répéter des efforts dans la durée et cette capacité de récupération au niveau des lactates. Hmm. Personnes qui arrivent à vraiment descendre au niveau des lactates sont les personnes qui arrivent à répéter le plus les efforts à haute intensité. C'est intéressant et ce qui me vient en tête, c'est un papier. Il y a deux papiers, je crois, qui ont regardé ça dans le foot notamment et le RSA. Ils avaient cherché parmi différents paramètres physiologiques justement qu'est-ce qui était prédicteur de performance en RSA, donc la capacité de faire un effort très intense et ensuite de le répéter avec une perte, on va dire, de performance de sprint en sprint la plus faible possible. Et Mm. les deux paramètres qui ressortaient dans les deux cas, si je ne me trompe pas, c'était forcément la vitesse ou la puissance maximale,
donc le pic qui était le pic de vitesse et la vitesse au deuxième seuil, justement. Et si on prend cette analogie du robinet que j'avais utilisé dans la formation, c'est l'idée que bah, le deuxième seuil, c'est en gros le fait d'ouvrir les vannes à fond et de pouvoir apporter un maximum d'oxygène. Au-delà de ça, tu ne peux pas apporter plus d'oxygène, même si ton corps en consomme plus, d'où le fait que tu atteignes ou tu tendes vers la VO2 max une fois que tu dépasses ton deuxième seuil. Et donc ce deuxième seuil qui revient toujours comme étant un critère très important de la performance, que ce soit pour des efforts de durée prolongée ou alors pour des efforts intermittents, en tout cas au niveau physiologique, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être développé. Mm. Ah ouais, c'est clair, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Un dernier point, Jonas, que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est ce que tu mets en place au niveau de la formation des entraîneurs aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît? Ouais, moi je trouve que c'est un caractère hyper important, la formation des entraîneurs. À la fois, il y a l'information et la formation des entraîneurs. L'information, c'est en fait tous les projets que j'ai dit là, à chaque fois, je les fais par exemple avec un groupe d'entraînement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de partager cette information avec l'ensemble des entraîneurs. Les entraîneurs du biathlon sont pas forcément toujours au courant de ce qui se passe dans le fond, et même Hmm. au sein même d'une filière, sont pas toujours au courant de ce qui se passe. Et donc simplement d'avoir une petite newsletter et pour pouvoir partager bah, ce qui se passe dans les autres disciplines, bah, c'est hyper important et hyper intéressant. Et d'ailleurs, ben, c'est comme ça qu'on crée les échanges entre entraîneurs la plupart du temps. Et la deuxième chose, c'est la formation des entraîneurs, donc la montée en compétences des entraîneurs. Où ça, je trouve que c'est aussi hyper important. Nous, ici, on a une formation pour les entraîneurs bah, auquel tu es intervenu, justement. Et donc, c'est pour moi un élément essentiel. C'est d'ailleurs aussi l'élément essentiel, comme je disais tout à l'heure, du groupe Astre, qui est le groupe Hypoxie, où la genèse de ce groupe-là, c'est vraiment tous ceux qui ont participé à la formation, le CCS stress environnemental, sont intégrés directement dans Hmm. ce groupe-là. Donc, c'est un prérequis à l'entrée dans ce groupe Astre, d'avoir participé à cette formation et après de pouvoir du coup discuter avec le même langage, en gros, le langage qu'on a appris lors de la formation, etc. Et donc, pour moi, cette montée en compétence des entraîneurs, elle est aussi essentielle et c'est ce qui fait aussi le pendant parfois entre la science et l'entraînement. C'est aussi en diffusant aussi de la science aux entraîneurs qu'on va aussi l'intégrer petit à petit dans l'entraînement. C'est aussi comme ça que eux, ça leur permet de comprendre certaines choses qu'ils mettent en place dans l'entraînement. Ça leur permet aussi à la fois de questionner aussi, de dire bah, ok, je mets ça en place dans l'entraînement, mais ça fonctionne, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que vous pouvez trouver des solutions pourquoi et l'optimiser. Euh, et ça peut être des points de départ aussi de futures recherches, et de futures formations, du coup. Et donc, c'est pour moi un point assez clé, un point assez central, cette formation des entraîneurs. Pour terminer avec quelque chose de très très concret, à l'heure actuelle, avec ta vision des choses et les sportifs et les entraîneurs que tu côtoies tout au long de l'année, à ton avis, quels sont les trois éléments d'entraînement de manière très très large, les plus sous-cotés et ensuite les plus surcotés? Waouh! Euh, l'élément d'entraînement les plus sous-cotés, les plus surcotés. Les plus sous-cotés, je dirais, chez le jeune, c'est l'augmentation progressive du volume et la continuité de l'entraînement. La continuité de l'entraînement, je le mettrais vraiment en premier, c'est-à-dire que le fait de pas tomber malade et de pas se blesser, Hmm. pour moi, c'est le paramètre le plus important pour progresser et le plus important pour arriver à un moment donné à son prime. C'est-à-dire que chaque blessure, chaque coupure d'entraînement va venir casser cette dynamique qu'on met en place. Hmm. Et donc, c'est le pire en fait. Donc voilà. Donc pour moi, c'est les deux éléments les plus sous-cotés. Et le troisième élément sous-coté à l'heure actuelle, euh, je dirais pas forcément un élément d'entraînement, mais je dirais plutôt le monitoring de manière globale, le monitoring de certaines données. Hmm. Pour moi, je trouve que C'est pas parfois ça assez peut fait être à un ton peu. avis à l'heure actuelle? Ouais, ça peut être pas assez fait. Et ouais, je rajouterais un autre truc aussi. C'est moi, je vois de plus en plus que les bons entraîneurs sont pas forcément ceux qui mettent en place les choses les plus ouf, mais ceux qui ont un relationnel avec les athlètes qui sont hyper intéressants et en fait
où ils essayent de comprendre vraiment leur athlète, où ils essayent de comprendre vraiment la manière de fonctionner des athlètes, etc. Plus que d'essayer d'imposer des choses qui marchent. Typiquement, si on se dit, bah, le RSH, ça marche, vas-y, on va faire du RSH. Alors que d'essayer de comprendre l'athlète, d'essayer de comprendre pourquoi il performe pas, etc. Ça, je pense que c'est un élément qui est beaucoup plus important. Et les choses un peu surcotées, je dirais un peu, comme je disais tout à l'heure, peut-être la chaleur à outrance, enfin dans un objectif de gain de performance. Hmm, Je dirais que la chaleur dans un objectif d'acclimatation, je le mettrais aussi en sous-côté, hmm. typiquement, parce que pour moi, c'est sous-côté les bénéfices que ça peut avoir dans de l'acclimatation. Par contre, dans les gains de performance, je dirais un petit peu surcoté à l'heure actuelle. On le met un peu à toutes les sauces et on espère avoir des adaptations physiologiques, typiquement avec une séance par semaine ou deux. Et là-dessus, ben, je pense qu'on n'a pas grand-chose. Et après, en surcoté, ouais, franchement, non, j'ai pas trop d'exemples. Je pense que, je sais que t'aimes bien ça. Ah, je vais dire ça un peu provocateur par rapport à toi. Je sais que t'aimes bien ça. En surcoté, je vais dire l'entraînement respiratoire. Ok. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah pour moi, Vous avez pu le mettre en place déjà à large échelle avec avec les groupes? des fois, on a pu le mettre en place il y a quelques années, etc. J'y mettrai en fait en surcoté parce que pour moi, il y a une difficulté que l'athlète adhère à cette méthode-là qui est compliquée. Ok, Et puis pour moi, ça reste pas un frein à la performance. C'est un paramètre pulmonaire, enfin très rarement. Et donc, euh, et donc ouais, je le mettrai en surcoté. Mais ok, après, c'est aussi les avis divergents qui font la richesse de, de tout. Et il y a un deuxième aussi, un troisième truc, c'est l'entraînement pyramidal. ok. Je dirais que souvent aujourd'hui, on prône l'entraînement pyramidal plutôt que l'entraînement polarisé. Et pour moi, on se fait une petite erreur. Justement, on se dit, bah, on analyse les entraînements norvégiens et on se dit, bah, ils s'entraînent plus en pyramidal parce qu'ils font plus d'entraînement au seuil, etc. Machin. Et en fait, nous, ça fait des années en fait qu'on fait de l'entraînement à ce compte-là. Ça fait des années qu'on fait de l'entraînement pyramidal. C'est juste, est-ce que en fait, tu prends en compte ton entraînement au seuil dans de la haute intensité et à ce compte-là, bah, tu fais du polarisé. Et si tu le prends en compte dans de l'intensité du milieu, bah, à ce compte-là, tu fais du pyramidal. Mais pour moi, je le vois un peu plus comme ça que. Et finalement, par contre, ce volume en fait d'entraînement un peu au-dessus du premier seuil, mais juste au-dessus du premier seuil, celui-là, il est quasiment inexistant. Enfin, il est quasiment inexistant. Il est très faible chez la plupart des athlètes en fait, Est-ce que quand on regarde. est-ce que c'est en partie dû au fait que, notamment dans les profils de sport d'endurance que vous avez, le seuil 1 est quand même assez rapproché du seuil 2 et donc la marge entre les deux est pas si grande que ça au final? Hum, Je dirais, ouais, je sais pas, peut-être. Après, nous, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup d'entraînements qui se font à basse intensité, même très éloignés du seuil 1, en fait. Ouais, ouais, bah pour Euh, être, ouais, pour simplement pouvoir en faire plus, récupérer plus et ouais, facilement et ouais. effectivement, voilà. Et donc, finalement, des entraînements vraiment très, très proches du seuil 1, donc on voit vraiment dans le modèle pyramidal théorique, on en a très peu. Hmm. Enfin, nous, en tout cas, on en a très peu, et ouais, de ce que je vois, il n'y en a pas non plus énormément. Mais voilà, en tout cas, c'est mon opinion. Après, il y a d'autres opinions. C'est ça qui est intéressant. Pour toi, l'entraînement au seuil, pour rebondir là-dessus, si on considère un entraînement au seuil comme étant dans un état interne stable, donc on va avoir des valeurs de lactatémie par exemple en monitoring qui vont pas exploser d'intervalle en intervalle, toi tu catégoriserais ça comme de la moyenne ou de la haute intensité? Moi, je catégoriserais ça comme de la haute intensité. Ok, Je le mettrais dans la haute intensité, ouais. Je le mettrais dans intéressant. la haute intensité. Et du coup, j'ai une vision plus polarisée de l'entraînement que pyramidale en soi. Mais du Mais je fait le de mets ta plus. définition du seuil. Ouais, exactement, exactement. Et nous, en fait, on va faire deux types d'entraînement. Au fil de l'année, ça va un peu changer. On va faire des entraînements qui sont bien en dessous du seuil, justement. Hmm. Enfin, bien en dessous du seuil. Justement, sur des valeurs très stables, etc. Voilà. Et ça, pour moi, ça va plus avoir d'effet sur le développement du seuil, c'est-à-dire qu'on va développer la vitesse au seuil. Donc, on va pouvoir. Et après, on va aller de plus en plus vers de l'entraînement avec même parfois de l'entraînement juste au-dessus du seuil. Donc, qui va être un petit peu plus pour nous de l'allure de compétition.
Et pour moi, là, on va plutôt faire progresser le temps de maintien à ce seuil-là, en fait. Mhm. Une fois qu'on a travaillé plutôt la logique de faire progresser ce seuil-là, on va travailler plutôt la logique de capacité à tenir longtemps à ce seuil-là. Mais voilà en quoi, entre guillemets, la logique qu'on peut utiliser qui est intéressante selon moi. Euh, mais ouais, ça reste pour moi de la haute intensité. Voilà. Après, en tout cas, tu vois, moi j'y caractérise aussi comme ça parce que quand on analyse les tests HRV, on passe beaucoup par les HRV, Mhm. on a quasiment les mêmes effets sur un test HRV pour une séance PMA que pour une séance au seuil en fait. Mhm. On a les mêmes marques de fatigue. Ouais. Et donc finalement, on va avoir, nous, les mêmes stratégies de récupération derrière. Ah, Et donc c'est pour ça. c'est super intéressant de le voir sous cet angle-là et bah, ça explique justement pourquoi toi tu le catégorises de cette manière-là. Personnellement, j'ai tendance à catégoriser le seuil comme de la moyenne intensité, de Mm, par le fait que si on prend les valeurs de lactate en référence, par exemple, bah, on va typiquement être sur des valeurs stables à l'entraînement, alors que ouais, dès qu'on est à haute intensité, on a des valeurs qui partent. Après, forcément, sur la charge d'entraînement en elle-même, on peut avoir des charges qui sont équivalentes entre des séances haute intensité et seuil, du fait que les séances de seuil seront plus longues. Donc forcément, exactement. tu fais un 4 fois 10 minutes au seuil, et ben, tu auras une charge totale si on fait, on prend par exemple le modèle Foster, on prend RPE fois le temps, on a une charge d'entraînement qui va être équivalente, voire même plus haute qu'une séance de fractionné ou de travail avec des intervalles de 3 minutes à haute intensité. Donc ça a du sens de ce point de vue-là aussi que au niveau de la charge et de la fatigue, on ait quelque chose qui soit assez similaire. Et au final, je ne sais pas si tu serais d'accord, pour moi, la différenciation la plus importante, c'est celle entre la basse intensité et le reste. Pour moi, il y a Oui, la basse intensité et après, il y a l'intensité. Qu'elle soit ouais, ouais. moyenne ou haute ou très haute, c'est de l'intensité. Forcément, c'est pas exactement tout pareil. Mm, Mais en gros, c'est ça les deux grandes catégories. ouais, bien sûr. Et c'est là où on veut vraiment différencier. Après, comme tu as dit, c'est une histoire soit de terminologie, soit de perspective, parce que comme tu l'as dit, si on prend le point de vue du HRV, au final, ça reste les deux de la haute intensité. Mm. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces différents points de vue et voir que bah, ça peut changer nos modèles et nos définitions, mais que au final, on se rejoint toujours sur les fondamentaux et les choses qui comptent le plus, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, exactement. Jonas, Exactement. c'était un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Avec plaisir. Et merci d'avoir partagé toutes ces chouettes informations. J'ai appris plein de trucs et j'espère que les auditeurs aussi, pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur ce que tu fais ou te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, je suis plus actif, je suis pas très actif sur les réseaux, mais sur LinkedIn ou sur Instagram. Et puis sinon, bah, vous pouvez m'écrire aussi par mail ou sur Insta, pareil, je réponds assez facilement. Voilà, pour ceux qui veulent Super, discuter. magnifique. Bah, écoute, les liens seront dans la description. Encore une fois, merci pour ton temps et d'avoir partagé toute ton expertise et au plaisir de te recroiser bientôt. À plus. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top, en plus elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends deux, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.